Bonjour, chers amis. عواش مباركة سعيدة جميع. Alors donc, l'association de gérontologie Espoir Maroc, AGE Maroc, a le plaisir justement d'organiser ce live webinaire qui rentre dans le cadre de la formation médicale continue en matière de gériatrie dans notre pays. Nous avons choisi deux sujets d'une importance capitale. Le premier est celui de la déshydratation chez le sujet âgé, qui sera traité par notre ami et maître Dr Mouna Mamba. Et également, le deuxième sujet, c'est celui de l'ostéoporose chez le sujet âgé. Alors, le premier sujet donc, qui s'intéressera justement à la déshydratation chez le sujet âgé, vous connaissez très bien l'ampleur du problème chez la personne âgée. Nous vivons donc dans une période de forte chaleur. Vous vous rappelez tous l'époque de la canicule de 2003, il y a eu plus de 15 000 morts, 15 000 décès en France. Donc, il est intéressant de connaître les signes cliniques, les signes biologiques et la conduite à tenir. Et Dr Mouna Mamba vous parlera justement de la perfusion sous-cutanée qui n'est pas très connue par le monde extra-gériatrique. Donc, on aura le plaisir de l'écouter et de nous détailler justement cette technique très facile et qui rapporte gros, on va dire. Et le deuxième sujet, ça va être l'ostéoporose. On connaît tous l'ampleur des fractures chez le sujet âgé, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Quand demander une densitométrie osseuse, quand commencer le traitement et quels sont les moyens thérapeutiques. Donc sans trop tarder, je passe la parole à notre ami le professeur Mouna Mamba pour traiter le premier sujet sur la déshydratation chez le sujet âgé. Merci. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers amis. Bonjour, cher ami Mustafa. C'est Abdullah. Un grand plaisir de vous revoir et de se retrouver toujours devant des thématiques. Finalement, en fait, si Audrey, si tu permets, heureusement que l'hypodermoclise est maintenant de plus en plus connue, même en dehors du milieu gériatrique, et ce grâce à tout l'effort que nous déployons, grâce à nos collaborateurs et grâce à notre formation médicale continue dans le milieu de la formation médicale et en particulier avec l'association Gérontologie et Espoir. Donc oui, effectivement, nous avons choisi une thématique qui est plus que d'actualité, qui est la déshydratation chez la personne âgée. Eh bien, tout simplement parce qu'on le sait très bien que la déshydratation, c'est un problème médical fréquent en gériatrie, tout simplement parce qu'il existe de nombreuses raisons, parmi lesquelles on sait qu'avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. On sait aussi que quand on a un déclin cognitif, et Dieu seul sait le nombre de patients qui ont un déclin cognitif dans notre pays, qui ne sont pas diagnostiqués. Et donc, en cas de déclin cognitif, l'accès relatif à la boisson est très difficile. En cas de troubles neurologiques, notamment ou de troubles de la déglutition dans le cas d'une maladie de Parkinson, dans les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Et puis aussi parce qu'on a des médicaments, et malheureusement, il y a des médicaments qui restent toujours, entre guillemets, figés dans une ordonnance, quand bien même peut-être l'indication n'en serait pas toujours de mise. Et enfin, nous savons que chez le sujet âgé, à la différence de l'adulte plus jeune, et c'est un peu comme finalement aux extrêmes de l'âge, c'est que le rein qui a un rôle de régulateur en termes d'équilibre hydroélectrolytique, eh bien, n'a plus ce pouvoir de concentration des urines. Et qu'à un moment donné, on n'aura plus cette oligurie réflexe et que le patient, quand bien même il aura une baisse de la masse hydrique, va continuer à avoir une diurèse conservée jusqu'à un certain seuil où, à ce moment-là, va apparaître une oligurie. Et puis, problème médical fréquent, mais surtout problème médical gravissime, parce qu'on va voir que le principal ion qui joue un rôle, qui finalement maîtrise et à la base des mouvements hydriques dans notre corps, c'est bien le sodium, qui est le principal cation extracellulaire. La masse hydrique chez l'homme âgée, chez la femme âgée, est de l'ordre de 50 à 60% du poids du corps. Et on va voir que les variations sodiques, que les variations de la natrémie dans le sens vers le bas ou dans le sens vers le haut, et là je parle de la déshydratation, on va savoir que quand on a un tableau d'hémodilution, quand on a un tableau d'insuffisance cardiaque, on aura souvent une hyponatrémie de dilution. On va voir comment on fera la part des choses. Mais en général, quand on va avoir une déshydratation avec une perte d'eau plus que de sel, en particulier une hypernatrémie, regardez le risque de décès, comment il est extrêmement important. 7 par rapport à une natrémie pas très augmentée. Et puis, quand on va avoir une déshydratation
on va avoir beaucoup plus de perte de sel que d'eau, et donc finalement, on va avoir une hyponatrémie, eh bien, le risque là aussi de décès est très important, notamment chez le sujet âgé, qu'on ait une hyponatrémie à moins de 135 et surtout à moins de 120, ou qu'on ait une hypernatrémie au-dessus de 140, déjà on a une contraction volémique qui se passe, on va en parler dans un petit moment, ou alors quand elle est encore plus importante au-delà de 155, le risque de décès est indéniable. Toutes les études l'ont bien démontré. Tout d'abord, quand on ne va pas avoir une prise en charge raisonnée, quand on ne va pas calculer de façon correcte, de façon scientifique, le déficit hydrique, et quand on ne va pas rapidement corriger avec quelques petits bémols concernant les variations de la natrémie, on va voir pourquoi il faut qu'on y aille quand même lentement dans les 48 premières heures, eh bien, le risque de décès est extrêmement important. Alors, je vais commencer, si vous le permettez, par une patiente qui a 86 ans, c'est Madame Khadija, qui en fait est suivie pour une pathologie dégénérative depuis 4 ans, qui est sous dopésil, qui est sous un bêta-bloqueur en collyre pour un glaucome, et qui en fait était relativement autonome. Et donc, sa fille qui vient la voir la trouve finalement un peu moins bien que d'habitude, un peu trop apathique, un peu trop ralentie. Sachant que quand on reprend un petit peu l'anamnèse avec la tierce personne qui habite avec elle, eh bien, on se rend compte que Madame Khadija, on est en plein juillet, il fait très chaud, et là, on a parlé de l'hypodermoclise, mais on va parler de choses où il faut véritablement mettre en place des mesures de prévention de la déshydratation, eh bien, ne boit pas assez. Et puis surtout, le dernier scoop, c'est qu'elle tousse un peu. Bien évidemment, on est en plein Covid, on se pose la question, est-ce que c'est une infection par le SARS-CoV-19 ? La PCR a été faite, elle a écarté l'infection. À l'examen clinique, on trouve la patiente dont le contact est très difficile, elle est désorientée, elle est somnolente, et au plan clinique, la langue est sèche, il y a quelques râles bronchiques au niveau des 2 champs pulmonaires, on a un pli cutané abdominal, et on va en discuter ensemble, quelle est la pertinence de ce pli cutané abdominal. Et puis au plan hémodynamique, on a une tension à 17 cm de mercure en couché et une fréquence cardiaque qui est de l'ordre de 60 minutes. Alors, on va travailler ensemble, même si on est par voie virtuelle, peut-être que je vais un peu vous faciliter la tâche, mais à votre avis, quels seraient les arguments cliniques qui nous permettraient d'évoquer une déshydratation chez Madame Khadija ? Alors, comme on est en virtuel, je vais aller un peu plus vite pour qu'on reprenne un petit peu point par point les différents éléments sémiologiques dont nous avons parlé. Alors, est-ce que le pli cutané au niveau abdominal a un intérêt ? Oublions-le, ce n'est pas un marqueur de signe clinique de déshydratation. Avec l'âge, la peau perd de son élasticité. Et le meilleur marqueur, le meilleur endroit où vous allez véritablement rechercher ce pli cutané, ça va être au niveau susternal ou au niveau sternal. Deuxième élément, la langue est sèche. Vous savez qu'en général, les personnes âgées gardent la bouche ouverte très longtemps. Chez les personnes âgées, nous avons une hypocyalie, on a un vieillissement des glandes salivaires. Pour le coup, cette patiente n'est pas sous médicaments psychotropes, mais on sait que les psychotropes, que les anticholinergiques, d'une manière générale, donnent une sécheresse de la bouche. Donc, est-ce que la langue sèche serait fortement pertinente en termes d'apport diagnostique? Non. Et qu'en matière de signes de déshydratation chez le sujet âgé, il faut mettre un gant, mettre un doigté et enfoncer le doigt en plein dans le sillon gingivo-jugal. Et si là, vous voyez que les muqueuses collent, on a bien évidemment des signes de déshydratation. Est-ce que les signes d'hypovolémie sont d'interprétation pertinente chez notre personne âgée? On sait très bien que non, parce qu'on a une variabilité tensionnelle. Nous ne connaissons pas quels sont les chiffres tensionnels antérieurs chez notre patient. Et puis, on sait aussi que chez le sujet âgé, quand bien même vous allez avoir une hypovolémie, chez un sujet plus jeune, une hypovolémie va tout de suite donner lieu à une tachycardie réflexe. Chez le sujet âgé, de par cette dysautonomie, eh bien, cette tachycardie réflexe peut manquer, et ce d'autant que notre patiente était sous collyre bêta-bloqueur. Et enfin, les autres éléments sémiologiques. Est-ce qu'on a d'autres éléments sémiologiques? C'est vrai qu'on a pris l'habitude, l'adage en médecine gériatrique, c'est de peser nos patients à chaque fois que nous le pouvons. Vous savez qu'un élément, peut-être que je vais rentrer, sortir de mon sujet pour dire que l'insuffisance cardiaque chez les personnes âgées, on ne va pas attendre d'avoir l'œdème aigu du poumon, mais une prise de 2 kg en 24 heures, c'est un SUB-OAP, c'est de l'insuffisance cardiaque.
Et alors, à l'inverse, est-ce qu'un patient qui perd rapidement 1 ou 2 kilos serait finalement la traduction d'une perte hydrique? Oui, peut-être, mais on va voir qu'en termes de prise en charge, c'est surtout pas comme cela qu'on va réfléchir. Et puis, cette adynamie, cette confusion mentale, la confusion mentale, on en a parlé assez souvent dans nos différentes réunions scientifiques, et nous savons que la confusion mentale chez une personne âgée, c'est soit iatrogénique, soit l'électrolytique, et en particulier la déshydratation, soit l'infection, soit bien évidemment les autres causes dont je ne vais pas parler actuellement. Et puis, l'oligurie. Notre personne âgée, on n'est pas capable de savoir quelle en est la diurèse. Et comme ce que je vous ai dit en introduction, l'oligurie n'est pas un marqueur fiable parce que quand l'oligurie va s'installer, c'est souvent, on est à un stade avancé de la déshydratation. Et puis, n'oublions pas quelque chose de très important chez la personne âgée, surtout quand il y a un déclin cognitif. Recherchons systématiquement le globe vésical, recherchons systématiquement le fécalome. Parce que rappelons-nous qu'une confusion mentale peut être due à plusieurs causes. Déshydratation, la déshydratation fait baisser la volémie, on aura certes une baisse des selles qui vont devenir très séchées, on va avoir un fécalome, le fécalome va comprimer le détrusor et pourra nous donner lieu soit à un globe vésical ou alors à une infection urinaire. Alors, est-ce que Madame Khadija a une situation médicale qui nous semblerait préoccupante? Bien sûr que oui, parce que non seulement c'est fréquent, mais surtout que c'est grave. Monsieur Oudrélé a parlé de la canicule de juillet 2003 que nous avons vécue avec beaucoup de tristesse, où en fait les urgences étaient complètement remplies de personnes âgées sur les brancards, et puis où il y a eu un nombre de décès extrêmement important, 15 000 décès, dans un pays où le système de santé est extrêmement développé. Eh bien, tout simplement parce qu'une déshydratation chez une personne âgée va donner lieu à un certain nombre de complications. Ces complications sont d'ordre thrombotique. Tout d'abord, cette hypovolémie va donner lieu à une baisse de la masse plasmatique et du coup une hyperviscosité. Et cette hyperviscosité va nous rendre compte de la maladie veineuse thromboembolique. Et on se rappellera que la maladie veineuse thromboembolique augmente encore plus chez le sujet âgé, a fortiori déshydraté, que l'hypoperfusion des tissus cutanés et sous-cutanés vont rapidement donner lieu à des escarres, surtout quand on a une dénutrition sous-jacente, et on se rappellera des chiffres dont nous avons déjà parlé, notamment que 10% des personnes âgées qui vivent à domicile, qui ne sont pas ou peu pas malades, ont une dénutrition, et qu'on sait que la dénutrition donne rapidement lieu à des escarres. Et puis, bien sûr, quand on est alité, quand on a ces muqueuses qui vont s'accoler, qui vont ne pas être évacuées au plan pulmonaire, eh bien, cela va donner lieu à des surinfections. Et par le même mécanisme, cette oligurie, parce qu'on sait que la diurèse entraîne un lavage au niveau vésical, et si cette oligurie va s'installer, bien rapidement, nous savons que l'un des germes qui adore les urines et qui est l'Escherichia coli a des petites pattes, et ces petites pattes vont aller s'accoler au niveau de la paroi vésicale et donner lieu à des infections urinaires, qui soient basses ou qui soient hautes chez le sujet âgé. Alors, Madame Khadija, on se rappellera toujours de notre abord médical. Comme médecine gériatrique, nous sommes dans l'atypie sémiologique. Nous sommes devant une patiente qui a un déclin cognitif, qui était sous dopésil ainsi que sous bêta-bloqueur choline et qui nous fait une confusion. Donc, toute modification des fonctions supérieures de manière récente, c'est une confusion. Alors, chez cette personne, Madame Khadija, nous allons bien évidemment nous aider d'un certain nombre d'examens biologiques qui vont nous aider dans la démarche étiologique de cette confusion. On sait qu'il n'y a pas de médicaments récents. Nous savons qu'il n'y a pas eu de chute et nous savons surtout qu'on est en plein mois de juillet et que la patiente ne boit pas assez. Alors, nous allons donc demander des examens très simples, un hémogramme, et on va voir l'utilité de cet hémogramme. Ce n'est pas pour rechercher une anémie, c'est surtout pour voir s'il existe une contraction volémique ou pas. Cet ionogramme va nous aider à revoir justement s'il existerait une élévation conjointe et de notre hémoglobine, qui aura lieu dans le cadre d'une hémoconcentration, et de notre taux de protéines. Et on se rappellera en médecine gériatrique, il faut toujours avoir le malade en face de nous. C'est que quand vous avez une personne âgée, qui a une baisse de la pente ou de la masse musculaire, qui a une sarcopénie, qui a des fémurs que vous arrivez à palper, et qu'à côté, vous avez une protéidémie à 65-70, eh bien, il faudra se poser la question.
on est dans une hémoconcentration. Ou si on n'est pas dans une hémoconcentration, si je me mets dans un autre cas et non pas dans celui de Madame Khadija, attention aux dysglobulinémies et attention à la maladie fréquente chez le sujet âgé, qui est le myélome multiple et qui est la maladie de Waldenstrom, qui ne sont malheureusement pas rapidement diagnostiquées quand on y pense. Et puis, bien évidemment, on va vérifier quelque chose de très important. Parmi les électrolytes qui vont justement diriger les mouvements hydriques dans notre corps, c'est bien le sodium. Le sodium qui a une participation et qui rentre dans la cellule de façon extrêmement facile et qui sort de la cellule de façon extrêmement facile en fonction des degrés, des concentrations et des mécanismes osmotiques. Alors, la natrémie, on sait que la norme chez un adulte, c'est de 132 à 142. On va oublier cette norme chez le sujet âgé. Chez le sujet âgé, une natrémie normale, c'est 136 à 140. Quand vous êtes déjà au-dessous de 136, vous êtes en train de voir arriver une hyponatrémie, qu'elle soit de déshydratation, comme c'est l'objet de notre conférence, ou qu'elle soit de dilution dans le cas d'une décompensation cardiaque, ou alors dans le cas d'une sécrétion inappropriée d'ADH. On ne va pas en parler dans ce topo. Maintenant, si vous avez une natrémie qui est au-delà de 140, chez un sujet plus jeune, on est tranquille. Mais chez un sujet plus âgé, on n'est pas tranquille. Le patient est en train de nous préparer quelque chose. Ce n'est pas en quelques heures qu'une natrémie à 156 apparaît. Ce n'est pas en quelques heures qu'une natrémie à 120 ou à 114, comme je viens de voir la semaine dernière, apparaît. Donc, s'il vous plaît, soyons vraiment regardants par rapport à cela. Et si vous avez une natrémie qui est de l'ordre de 142, qui est de l'ordre de 145, c'est qu'il y a une contraction volémique qui est en train de s'installer. Et c'est l'intérêt de mettre en place, comme disait Sioudreri, les perfusions sous-cutanées. Les perfusions sous-cutanées, quand vous commencez à les mettre, je vous assure que vous réglez les choses et vous rendez service au patient et à sa famille de manière indéniable et aussi à l'économie de santé. Parce que les perfusions sous-cutanées, comme disait mon ami Simstafa, ne sont pas chères. Et je peux vous dire qu'elles préviennent un certain nombre de déshydratations et un certain nombre d'hospitalisations et de complications inhérentes aussi bien de la déshydratation qu'à l'hospitalisation. Et puis, bien évidemment, la fonction rénale. Est inutile de vous rappeler que c'est la clairance de créatinine qu'on va devoir, bien évidemment, évaluer. Alors, en gros, nous sommes dans trois situations. Soit vous avez, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui va perdre aussi bien de l'eau et du sel, et là, on va avoir une natrémie normale. Et là, s'il vous plaît, notre petit message aussi, si vous le permettez, c'est qu'une natrémie normale n'exclut pas le diagnostic d'une déshydratation. Et donc, quand je vais demander une natrémie, je vais voir mon taux d'urée, je vais voir ma protidémie et je vais voir mon taux d'hématocrit ou d'hémoglobine. Quand vous allez avoir une hyponatrémie à moins de 135, vous êtes dans un tableau de déshydratation, vous êtes dans une situation où le patient est en train de perdre beaucoup plus de sel que d'eau. Et donc là, il faudra bien sûr donner du sodium. On va voir comment il faudra faire. Et puis maintenant, vous êtes dans une situation où vous avez une natrémie au-delà de 135. Au-delà de 145, au-delà de 145, bien, le patient va perdre peut-être du sel, mais il perd surtout beaucoup d'eau. Et le traitement, ce ne sera bien évidemment pas du sérum salé, mais ce sera des solutions isotoniques. À défaut du glucosé isotonique à 2,5, on donnera du G5 avec un certain nombre de mesures à prendre. Alors, voici ces trois situations. Alors, je reviens à Madame Khadija. Alors, Madame Khadija, son hémogramme que nous avions demandé est le suivant. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des cas réels. Ce sont des cas que nous vivons aussi bien au niveau du centre des personnes âgées, aussi bien au niveau du service ou au niveau donc des établissements hospitaliers. Alors, l'hémogramme de Madame Khadija nous montre un taux d'hémoglobine, si vous le voyez très bien, à 16 grammes par décilitre. On a un taux d'hématocrit qui est à 50%. Rappelez-vous, l'hématocrit, c'est le volume occupé par les globules rouges, c'est ce qu'on nous a appris à la fac. Mais en gros, rappelez-vous que l'hématocrit devrait être le produit de l'hémoglobine multiplié par 3. Déjà là, on n'est pas dans une équivalence. 16 fois 3, on est bien évidemment à 48 et non pas à 50%. Donc, il y a une petite discordance, certes pas très importante. Les plaquettes sont normales. On a une petite hyperleucocytose, comme vous le voyez très bien, à prédominance polynucléaire neutrophile.
Et s'il vous plaît, on est dans la formation médicale continue, on en a parlé, reparlé et reparlé, mais j'en profite encore, il n'est jamais suffisant de répéter les choses, c'est que cette dame a une éosinopénie. Il a été démontré que 0 d'éosinophile ou un taux d'éosinophile à moins de 50 est un marqueur de gravité des infections bactériennes. Des infections d'abord de type bactérienne, et même en réa, ça a été un facteur prédictif de décès. Et puis au plan ionique, qu'est-ce que nous avons chez Madame Khadija? Vous voyez très bien une natrémie à 56. Nous avons une kaliémie qui est normale. Nous avons une créatinémie qui est à 13,6 avec une clairance de créatinémie selon Cockcroft qui était à 23 et selon MDRD qui était à 30. 0,5 durée, on est augmenté. Et regardons ensemble la protidémie qui est à 59 grammes par litre. J'ai oublié de vous dire que c'est une patiente qui est sarcopénique et que le 59 grammes, quand vous avez un bilan de référence, c'est très bien. Vous pouvez voir les variations, c'est très simple. Mais là, déjà, si le 59, vous n'êtes pas très sûr, sachez qu'on n'est pas à une hémoglobine à 16 chez cette patiente-là. Et donc, véritablement, nous avons une contraction volémique associée à une hypernatrémie. Donc, nous sommes dans une situation de déshydratation avec une perte d'eau plus que de sel. C'est donc une déshydratation de type intracellulaire. Alors, comment allons-nous traiter Madame Khadija? Alors, comment allons-nous traiter Madame Khadija? On va voir ensemble que, et s'il vous plaît, si je peux vous, à chaque fois, en fait, on essaye de prendre le temps pour expliquer cela parce que c'est très important. On sait que la masse hydrique est entre 50 et 60% des cas du corps, 60% du poids du corps. Donc, l'eau est représentée par le compartiment intracellulaire qui correspond à 40% du compartiment hydrique, 20% est dans le compartiment vasculaire ou interstitiel. On est d'accord. Donc, on se rappelle que le compartiment hydrique est de 60% du poids du corps. Cela, c'est quand on n'est pas déshydraté, quand on a un état hydrique correct. Maintenant, nous savons que le principal cation qui suit ces mouvements hydriques, c'est bien le sodium. Et normalement, notre stock sodé ne devrait pas, et quand on est déshydraté, n'est pas diminué dans le cas d'une déshydratation intracellulaire. Il est augmenté, c'est plutôt la masse hydrique qui est diminuée. Donc, si on se rappelle notre stock sodé, ce stock sodé qui suit les mouvements hydriques, eh bien, il est lié à ce compartiment hydrique qui sont 60% du poids du corps. À côté, nous allons avoir un certain nombre de bilans, un certain nombre de choses de paramètres qui vont modifier notre bilan hydrique. Nous savons que notre bilan hydrique est les entrées est régi par les sorties et que les principales entrées, ce sont bien évidemment les poissons, ce sont bien évidemment certains aliments, mais ce sont aussi une certaine proportion qui est produite par les cellules, grosso modo 300 cc. Les sorties sont surtout, on dit bien surtout, régies par la diurèse. Et on se rappellera qu'on a une perte du pouvoir de concentration. Donc la diurèse, quand bien même le bilan serait négatif, la diurèse va toujours continuer à être importante chez la personne âgée jusqu'à un certain degré de déshydratation. À côté de cela, nous allons avoir une perte cutanée. Quand il fait chaud, c'est quand même 0,5 litres par jour. Et quand il est en plein mois de juillet, il faut savoir compenser cette perte hydrique. Quand on est polypnéique, c'est quand même presque 1 litre. Et puis, bien sûr, quand on est fébrile, eh bien, 1 degré de plus par rapport à 38 degrés nous fait perdre par voie cutanée, mais par voie respiratoire, 300 cc par degré par jour. Alors, pourquoi la déshydratation est-elle importante et est-elle fréquente chez la personne âgée? Je vous ai parlé de la diminution de la sensation de soif à cause de cette sécheresse buccale, cette hypodipsie aussi, la difficulté d'avoir accès aux boissons, les troubles de la déglutition qui nous posent un gros problème. Et s'il vous plaît, prenez la peine de poser, de demander, de proposer à vos patients, de proposer aux familles, aux principaux aidants, des solutions hydriques qui soient solidifiées. L'eau gélifiée, moi je préfère plutôt le flan, c'est des produits lactés, protéinés, et vous êtes sûr de faire avaler, de faire prendre du liquide chez vos personnes âgées. Il y a aussi quelque chose qui est très important, en particulier quand on a une incontinence urinaire, quand on a
des troubles, une vessie irritable, les personnes âgées ont tendance non pas à faire traiter cette incontinence urinaire, à faire traiter cette vessie hyperactive, mais plutôt à baisser les boissons. Et donc, s'il vous plaît, la sensibilisation est très importante. Parce que souvent, on va réduire de manière volontaire les apports hydriques de peur justement de peur de faire des fuites au niveau urinaire. Et puis quelque chose. La dernière fois, nous avons eu une patiente la semaine dernière qui était à 106 de natrémie. 106 de natrémie parce que cette patiente était sous une association fixe de bi-antihypertenseurs à juste titre. Mais s'il vous plaît, quand il fait très chaud, quand la tension est en train de diminuer, eh bien, on va faire le lit, on va lever le pied par rapport aux diurétiques. Et parmi les diurétiques qui vous donnent une déshydratation, surtout par hyponatrémie et non pas par hypernatrémie, ce sont bien les diurétiques thiazitiques. Bien évidemment, les situations infectées, une personne âgée qui a une hyperglycémie, et on saura que l'hyperglycémie, il y a un mouvement osmotique qui fait qu'on aura des variations et on va avoir une diurèse osmotique et donc une hyperosmolaire. Et puis, bien évidemment, toutes les autres situations, les troubles digestifs récents, une chaleur excessive comme actuellement, une perte cutanée très importante, à une polypnée et finalement qui ne risque pas d'être malheureusement corrigée par une augmentation des entrées. Alors, les signes cliniques, on a dit qu'ils sont souvent absents. La soif, il ne faut pas l'attendre. La sécheresse buccale, on va l'oublier. Les troubles neuropsychiques qui peuvent être la cause d'une déshydratation quand il y a un déclin cognitif, quand il y a un hématome sous-dural, des signes cliniques. Et puis, n'oublions pas quelque chose de très important. Quand vous avez un patient qui va commencer à faire de la fièvre à 38,5 le soir, on va aller à juste titre à rechercher une infection. Et en matière gériatrique, c'est le poumon, les urines, puis le digestif. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que cela peut être un maître clinique d'une déshydratation. Et bien évidemment, quand on va voir, si on est regardant par rapport aux personnes âgées qui mettent des protections, il faut alerter la famille, la sensibiliser que quand on change les protections, on ne soit pas content parce que la protection est sèche. C'est qu'il faut absolument avoir peur d'une oligurie qui est le signe retardé d'une déshydratation. Donc, finalement, il faut que nous évoquions la déshydratation devant des éléments certes peu spécifiques. Une personne qui était autonome, qui se sent fatiguée de manière inhabituelle, la confusion, je viens d'en parler, l'anorexie, l'hypotension orthostatique, le mot d'ordre dans l'examen clinique en gériatrie, on en a déjà parlé. Une personne âgée à cause de cette hypotension orthostatique, du fait de cette hypovolémie avec une chute, qui peut-être donnera lieu à une fracture du col, monsieur Maraoui va en parler, eh bien ça peut être dû à une déshydratation. Et puis bien évidemment, tout malaise peut être aussi le symptôme, signe, la traduction clinique d'une déshydratation. Alors, il y a eu un très beau travail qui est apparu quand même dans l'une des revues de grande qualité scientifique, le JACS, en 2006, fait par notre ami le professeur Philippe Chassagne de Rouen, où il a pris en fait les patients qui ont fait une déshydratation, les patients âgés, qui ont fait une déshydratation âge moyen de 82 ans. Et ce qui ressort, c'est que les éléments ne sont pas extrêmement pertinents, mais ce qui ressort surtout, c'est que la confusion mentale est très importante et l'un des signes cliniques qui survient le plus. Pour ce qui est par contre, certes, de la tachycardie, elle est peut-être plus fréquente chez les patients qui sont déshydratés, mais ce n'est pas l'élément qu'on va retrouver de façon systématique. C'est seulement 17,9% comme vous le voyez. Et le pli cutané, comme je vous l'ai dit, on devrait l'oublier. Enfin, par rapport aux autres éléments, alors quel est l'élément qui serait le plus pertinent en termes de sensibilité, mais surtout en termes de spécificité en gestion logistique, donc quand même dans quelque chose de très statistiquement significatif, c'est bien la modification de l'état de conscience. Et la modification de l'état de conscience est un élément, notamment la confusion mentale, est un élément qui doit absolument nous alerter par rapport à là. Alors, excusez-moi, il y a un espèce de fenêtre qui apparaît ici et qui me gêne. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est Audrey, est-ce que tu arrives à voir la fenêtre devant les yeux? Oui, on la voit justement. J'ai contacté Hicham. Je ne sais pas pourquoi je l'ai.
Ben, je ne sais pas. Il va essayer lui aussi de voir. Ça vous gêne aussi? Ben oui, oui, ça gêne, oui. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à voir mes slides, quoi. Non, non, on les voit, on les voit. C'est juste cette fenêtre-là qui est au milieu. En tout cas, moi, elle me gêne dans mon panorama visuel. Alors, et puis enfin, comme on a dit, donc pertinence clinique, la confusion mentale, et n'oublions pas le 1 plus 2 plus 3, d'accord? Le 1 plus 2 plus 3, je vais le répéter, c'est le 1, le vieillissement à lui seul ne va pas tomber malade, sauf s'il y a une pathologie d'organe sous-jacente, il y a une maladie qui se greffe dans cet organe. Et puis le facteur 3, c'est le facteur déclenchant. Donc, je vais vous donner deux situations. Je n'ai pas fait exprès, professeur Mgharaoui, la deuxième situation vous concerne. Alors, enfin, concerne votre conférence. La première situation, vous êtes devant une patiente comme Madame Khadija, qui a un vieillissement neuronal, qui à lui seul n'est pas pathologique, mais sur lequel s'est greffée une maladie d'Alzheimer débutante. Et dans ce cas-ci, on est en plein mois de juillet, elle ne boit pas assez, on n'a pas été sensibilisé par rapport à cela, on n'a pas stimulé à la boisson, on n'a pas mis de perfusion sous-cutanée, la patiente va faire une confusion aiguë. Maintenant, on oublie Madame Khadija, mais imaginons ensemble que vous ayez un patient qui est une ostéoporose. Et cette ostéoporose, et on sait que chez le sujet âgé, il y a une baisse de la vitesse de marche, il y a une altération des centres posturaux qui fait que dès qu'il y a une petite, si on trébuche pour une raison X, et on va y arriver, eh bien, le temps de réadaptation, le temps du réflexe postural sera entravé. Et du coup, la patiente ou le patient va chuter. Et s'il y a une ostéoporose, et on remerciera vraiment le professeur Mgharaoui de nous parler de l'ostéoporose chez la personne âgée, s'il y a une ostéoporose sous-jacente, le patient, eh bien, en tombant, à cause d'une déshydratation, va nous faire malheureusement une fracture du col. Fracture du col, c'est 30% de décès dans l'année qui suit chez les plus de 80 ans. C'est énorme. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, la fracture du col, ça tue. Ça tue tout de suite, ça tue dans l'année et c'est quand même dommage. Et pourtant, si on avait pris en considération cette ostéoporose et surtout si on avait prévenu la déshydratation, on n'en serait pas là. Alors, au plan biologique, on aura donc des éléments d'hémoconcentration en cas de déshydratation et puis surtout, recherchons la fonction rénale avec la clairance. Donc, comme ce que nous avons dit, soit nous sommes devant une hypernatrémie, soit nous sommes devant une natrémie normale, et là, on aura une perte aussi bien en eau qu'en sel, donc on aura une contraction isotonique, soit on aura une perte de sel beaucoup plus que d'eau, et dans ce cas-ci, on aura une hyponatrémie. Alors, ce qui est très important, s'il vous plaît, et surtout dans le cas de l'hyponatrémie, prenons la peine, s'il vous plaît, quand on a une hyponatrémie, sachez que le sodium a des variations, comme je vais le dire, selon les contractions isotoniques. Et surtout, qu'il existe des fausses hyponatrémies. Quand vous avez une hyperglycémie, quand vous allez avoir une hyperprotidémie, par exemple, si on a, par exemple, un patient qui va nous faire une maladie de Waldenström, eh bien, le plasma va devenir très lourd. On aura une hyperviscosité. Donc, on aura une augmentation de la phase solide et on aura une diminution de cette phase liquide au niveau du plasma. Et ça va donc nous donner des variations de notre natrémie. Donc, à chaque fois que vous avez une hyponatrémie, s'il vous plaît, prenez le temps de mesurer l'hyponatrémie, la natrémie corrigée. La natrémie corrigée, c'est la natrémie que vous allez avoir plus le 0,3 multiplié par la glycémie moins 5. Alors, la glycémie, tenez-vous bien, c'est en millimoles. Dans notre pratique courante au Maroc, à l'inverse des pays, notamment en France, la glycémie est donnée en millimoles. Chez nous, elle est donnée en grammes. Alors, comment faire cette correspondance? Eh bien, vous allez multiplier le taux de votre glycémie par 5,5. 1 gramme de glycémie est égal à 5,5 millimoles par litre. C'est clair. 1 milliéquivalent de natrémie, c'est égal à 1 millimole de natrémie. On n'a pas de variation pour la natrémie. Et là, je vais en profiter aussi parce qu'on est dans la formation médicale continue pour la créatinine. Et souvent, vous allez avoir notamment pas la possibilité d'avoir la clairance mesurée et que vous allez mesurer vous-même. Sachez que la clairance que nous mesurons, la Cocroft, qui nous évalue le risque iatrogène, il nous faut une créatinémie en micromoles. Or, au Maroc, nous avons une créatinémie en milligrammes. Dans ce cas-ci, il faudra faire une équivalence et multiplier par 8,8. Ce sont juste des petits messages, mais retenez s'il vous plaît, la natrémie dans notre cas, quand vous allez avoir une hyponatrémie chez un patient qui a un diabète déséquilibré, il faut savoir avoir une natrémie corrigée. Et puis, un autre petit, petit réflexe, ça vous évitera d'aller chercher les formules.
quand vous avez une glycémie qui est majorée, eh bien, une hausse de 1 gramme de glycémie va s'associer à une baisse de 2,4 milliéquivalents de sodium. Je m'explique. Vous avez un patient qui est, par exemple, à 4 grammes. Il doit être à 1 gramme. Donc, vous avez 3 grammes de plus. Vous multipliez le 3 grammes par 2,4. Ça va vous faire combien? 6,7,2. Donc, si vous avez une natrémie qui est à 130, c'est normal parce que vous avez eu une hyperglycémie. Et ben voilà, le petit carré il revient, mais bon. Alors, la déshydratation avec hyponatrémie, je vais en parler tout de suite avant de revenir à mon cas clinique parce qu'elle est très fréquente. Et la déshydratation par hyponatrémie, on a l'impression, d'abord, c'est souvent quelque chose d'insidieux, tout comme la déshydratation par hypernatrémie. Mais le haut risque de l'hyponatrémie, c'est que vous savez qu'on est dans une situation, quand le secteur plasmatique est très pauvre en sodium, eh bien, la cellule, l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et du coup, l'eau va rentrer dans la cellule. Et bien évidemment, le cerveau, la cellule cérébrale en particulier, qui est très fragile au mouvement du sodique, va avoir une inflation de l'eau et donc on va avoir un risque d'œdème cérébral. Alors, quand vous avez une hypoatrémie, c'est moins de 135. Bien évidemment, je vérifie mon taux d'hémoglobine, ma protidémie, et je vais voir qu'il y a une contraction volémique. À moins de 125, le risque de convulsion est important. Mais là encore, quand vous avez une hyponatrémie chez un sujet âgé, soit vous avez une contraction volémique, les choses sont claires. Quand vous n'avez pas de contraction volémique, quand je n'ai pas d'hémoglobine sous la main, quand je n'ai pas de protidémie sous la main, je vais devoir mesurer mon osmolarité qui est entre 280 et 290. Je vous ai montré ici la forme. Et puis la natrémie, post-hyponatrémie dont pour laquelle je ne vais pas y arriver. Maintenant, quelles sont les étiologies des hyponatrémies? Je dis bien de déplétion par contraction volémique, par déshydratation. Je ne parlerai pas de l'hyponatrémie de dilution, où là, l'osmolarité sera basse, où là, c'est un autre registre. Quand vous avez une hyponatrémie par déplétion, les causes, c'est d'abord les pertes rénales, qu'elles soient dues à une néphropathie tubulaire, et attention à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours, où vous allez avoir une nécrose tubulaire qui peut donner lieu à une fuite sodique avec une natriurèse au-delà de 30. Mais attention à la perte rénale due aux diurétiques. Et parmi les diurétiques, s'il vous plaît, le thiazidique. Donc maintenant, en été, tous nos patients qui sont sous thiazidique, il faut savoir réadapter le traitement, revoir l'ordonnance. Tous patients qui sont sous bi-antihypertenseurs, qui sont sous 2 antihypertenseurs à dose fixe, le fameux CO plus le reste, eh bien, le petit CO, je vais le mettre de côté. Il fait chaud, on peut perdre jusqu'à 800 millilitres par la peau d'eau. Donc, vraiment, faisons de telle sorte à éviter que nos patients n'arrivent avec des hyponatrémies gravissimes. Et puis, bien sûr, les pertes digestives font partie aussi des autres étiologies. Alors, quand on est devant une hyponatrémie, on mesure l'osmolarité. On écarte les fausses hyponatrémies. On se rappellera, la glycémie, 1 gramme. Toute élévation de 1 gramme s'accompagnera d'une baisse de 2,4 millimoles par litre de sodium. Quand vous allez avoir si vous avez, alors vous marquez osmolarité, vous avez une vraie hyponatrémie, eh bien, soit j'ai une perte d'eau, soit j'ai une perte d'eau, de sel plus que d'eau, soit j'ai une perte digestive là aussi, et donc il faudra que je la corrige. Je ne parlerai pas, bien évidemment, des hyponatrémies de dilution, comme je vous ai dit, où vous allez avoir une osmolarité qui sera basse, où là, c'est plutôt, on est dans la décompensation cardiaque, dans la décompensation hépatique, bien sûr, et dans le syndrome néphrotique. Alors, les complications de la déshydratation sont fréquentes, et les complications, il faut rapidement qu'elles soient prises en charge. En médecine gériatrique, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. C'est les complications infectieuses, qu'elles soient bronchiques, qu'elles soient urinaires, mais un élément très important, j'en ai vu 2, ce sont les parotidites. Alors, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne âgée avec une augmentation de votre gland parotide, au lieu de penser à tort au Gougerot, parce que ce n'est jamais unilatéral, si la patiente est déshydratée, c'est une lithiase des glandes salivaires et c'est une infection surtout par le streptocoque, par le BDS et un peu moins par le streptocoque.
Attention aux complications thromboemboliques et attention aux complications crâniennes. Alors, les éléments de surveillance, poids de référence, on n'en sait pas trop quand vous avez un poids de référence, mais il n'est pas très pertinent. Les paramètres hémodynamiques, on a dit qu'ils n'étaient pas d'un intérêt important. L'état de conscience, oui. La diurèse, oui. Et s'il vous plaît, quelque chose de très important, c'est la courbe de Boisson. Donc, dorénavant, toutes les personnes âgées que vous avez, que vous suivez, eh bien, je me dois d'avoir une courbe de Boisson. C'est de voir combien de petites bouteilles la personne a bu dans la journée. Parce qu'on va voir qu'il faut vraiment stimuler ces personnes à la boisson, sinon vous allez avoir des natrémies à 56. Maintenant, comment allons-nous corriger un patient qui a une hypoatrémie? Alors, la correction ou une hyperlatrémie du dépistage hydrique doit être de façon rapide, mais en même temps, il faut qu'on soit précautionneux. Le sodium, comme je vous l'ai dit, suit les mouvements hydriques. Et le problème du sodium, c'est que rapidement va donner lieu, quand vous corrigez rapidement la natrémie dans le sens haut ou dans le sens bas, risque de vous donner des nécroses cellulaires et en particulier des cellules au niveau du tronc cérébral et donc la myélonisme centropontine qui peut donner lieu à des troubles de conscience, à une quadriplégie et qui peut être fatale. Donc, il faut qu'on aille rapidement parce qu'on doit sauver les organes nobles, mais il faut qu'on aille de façon modérée pour protéger les cellules cérébrales eu égard au risque de myélonisme centropontine. Ce qui fait qu'on doit majorer notre déficit hydrique entre 12 à 15 millimoles par 24 heures. Par contre, s'il vous plaît, si vous vous attendez trop longtemps en se disant on va donner 500 cc quand on est dans un déficit du fait hypernatrémie de glucose par jour, vous êtes sûr de malheureusement faire emporter votre patient. Alors, il a été bien démontré, quand on a un rythme correct, la mortalité à 30 jours est diminuée par rapport aux patients pour lesquels le rythme est fait de façon anarchique. Donc, comment on va traiter notre patient? Bien sûr, c'est une urgence thérapeutique et on traite aussi la cause. Si c'est une cause médicamenteuse, on l'arrête. Si c'est le défaut, si c'est un déclin cognitif, on va devoir traiter et surtout mettre en place les mesures préventives par la suite. Et bien évidemment, la voie idéale, ce serait la voie orale, mais on est d'accord que quand on a des troubles de conscience, quand on a un déficit très important, quand on a un problème de coopération, eh bien la voie orale est vraiment illusoire. Et dans ce cas-ci, on sera obligé de passer à la voie parentérale. Alors, on sait qu'on a des besoins journaliers. Je ne parle pas de la déshydratation. En cas de besoins journaliers dits physiologiques, vous avez des pertes qui ne sont pas régulées. La perte cutanée, c'est 300 cc de façon physiologique. Quand il fait très chaud, ça va aller jusqu'à 800 cc, comme nous l'avons dit. La perte ventilatoire, c'est 300 cc. Normalement, il n'y a pas de diarrhée en temps normal. Donc, les pertes digestives sont nulles. Maintenant, la diurèse, on sait qu'on a une réduction du pouvoir de concentration et c'est pour cette raison que ces patients qui, dès qu'ils vont commencer à faire une oligurie, vont avoir malheureusement souvent des infections urinaires qui vont s'installer. Et du coup, on va avoir un total, si on fait le calcul, entre les 900 et les 600, on arrive à 1,5 litre de besoins hydriques journaliers de manière physiologique. Alors, comment on va aller traiter notre patient? En général, à 156 de natrémie, on a besoin d'une voie veineuse. Cette voie veineuse, certes, a des complications, et parmi les complications, c'est surtout, s'il vous plaît, attention à la dysfonction diastolique, attention à l'œdème aigu du poumon, même avec des solutés isotoniques. Attention aussi au risque de surcharge bronchique et au risque de surinfection bronchique. Quand on va arriver au niveau du calcul du déficit hydrique, et là, s'il vous plaît, je vous demanderai une attention un peu plus importante. C'est que là, on a dit que la masse hydrique est 60% du poids du corps et qu'on a dit que le sodium était le principal électrolyte qui épousait les mouvements hydriques et que pour une natrémie normale, on a un stock constant sodé et d'eau qui est en fait finalement une natrémie normale qu'on va multiplier par les 60% du poids du corps. C'est le stock sodé constant. Ça, c'est à l'état, on dira, idéal. Et finalement, après, quand on va avoir cette masse hydrique idéale qui est de 60%, et quand on va voir notre stock sodé actuel, puisque c'est une constante, eh bien, on va faire une règle des 3. Alors, on va reprendre pour Madame Khadija. Madame Khadija, on a vu que la natrémie était à 156. Soit vous allez voir cette histoire de variation pondérale et vous l'oubliez,
On ne mesure pas, s'il vous plaît, la balance et on se dit que la patiente a perdu 2 kilos et donc il lui faut 2 litres. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Parce que d'abord, on peut avoir des erreurs et puis surtout, c'est extrêmement anarchique et absolument pas scientifique. Donc, on va l'oublier pour aller vite, n'est-ce pas? Soit on va avoir, dans ce cas-ci, un raisonnement assez clair. Et donc, on a dit qu'on a un stock sodé constant. On a une natrémie et on a l'eau totale, le sodium et l'eau totale. Dans les meilleurs des cas, le stock sodé constant, c'est 140 pour une natrémie idéale, fois 0,6 qui est 60%, fois le poids, n'est-ce pas? Dans l'état actuel que nous avons une natrémie qui est de 156, mais nous n'avons pas la masse hydrique et encore moins le poids. On ne sait pas. On n'est pas à 60% puisqu'on est déshydraté. On doit sûrement être soit à 30%, soit à 40%, mais on n'en sait rien. Donc, on va tout simplement prendre notre natrémie idéale, qui est de 140, de 0,6 qui est de 60%, fois le poids. On n'a pas d'idée sur le poids, mais je peux vous dire que vous prenez le poids que vous voulez, vous n'allez jamais vous perdre. Mais nous avons une natrémie actuelle avec une constante qui est l'eau totale actuelle. Alors, l'eau totale actuelle, finalement, ça va être une inconnue et ça va être 140 fois 0,6 fois, si je prends le cas, par exemple, je vais dire que Khadija pèse 50 kg. Je fais mon équation en fonction du poids qui est de 50 kg et je divise par 157, qui est la natrémie actuelle. Donc, on sera à 25,6, qui est l'eau totale actuelle. Mais l'eau totale, dans l'idéal, si on prend le poids de 50 kg, et si on pense qu'elle devrait être à 60%, elle devrait être à 30 litres. Et donc, le déficit, ça va être l'idéal, cette masse hydrique de 60%, moins l'eau totale actuelle, et on sera à 4,3 litres. Donc, je vous assure que même si vous prenez le poids, vous allez vous perdre, mettons, de 10 kilos, et vous allez dire que Khadija pèse 60 kilos. Je vous fais l'affront, faites la même équation, et vous allez trouver une différence du 0,5, ce n'est pas grave, ça ne va pas tuer votre patient. Et puis, bien sûr, vous n'oubliez pas que notre patiente a besoin de 1,5 litres en apport physiologique. Donc, on sera à 5,8 litres de soluté, pas que de glucosé. On va commencer par du glucosé, on va y aller doucement par voie intraveineuse, et c'est du glucosé G5 parce que nous n'avons pas de G de 5 et surtout pas de sel. Et je vous assure que vous allez vraiment faire de belles choses. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à imaginer que vous avez un stock sodé constant qui est en fonction de la masse hydrique, mais de la natrémie, et que cette natrémie actuelle, certes, elle est pathologique, mais vous n'avez pas la masse hydrique actuelle, vous allez tomber à chaque fois sur le vrai déficit hydrique. Alors, avons-nous oublié quelque chose chez Mme Khadija? N'oublions pas qu'on a la thromboprophylaxie, n'oublions pas qu'on doit traiter l'infection, n'oublions pas qu'il faut finalement, après, stimuler Mme Khadija, parce que rapidement, elle va s'améliorer. On va corriger la natrémie de 10 millimoles par jour, 10 à 15 millimoles par jour, progressivement, et puis rapidement, elle va corriger sa natrémie et donc reprendre son état de conscience initial et bien sûr, mettre l'hypodermoclyse que je vais vous montrer dans un petit moment. Là, c'était malheureusement, je n'ai pas trop le temps pour vous dire que si vous faites ce même exercice, tout seul, c'est des choses très simples. Je vais vous donner le cas d'un autre patient de 85 ans, M. Larvé, qui avait une natrémie dans ce cas-ci qui était à 150. Et puis, je passerai rapidement pour l'hyponatrémie. Ça existe aussi. Hein. C'est surtout les thiazidiques, on est d'accord, mais ne les oubliez pas. On ne dépasse pas la correction de plus de 10 millimoles les premières 24 heures. Le risque de myélonyse est encore plus important en cas d'hyponatrémie, de correction rapide de l'hyponatrémie. Ce que je donne en général, moi, je donne des ampoules et hypertoniques de NaCl qui sont de 20%, que je mets à la sape sur une durée de 4 à 6 heures, bien sûr avec de la dilution, ou alors je passerai avec du sérum salé à donnant, j'augmenterai, je mettrai ces ampoules dans 400 cc de sérum salé et que je passerai sur quelques heures sans dépasser, bien évidemment, 100 cc par heure. Alors, j'arrive enfin à la prévention. C'est ça la prévention. Je vous assure que ça a beaucoup changé la donne chez les résidents du centre social de Nada. On le fait aussi au service chez les patients qui n'ont pas de voie veineuse. Faites-le aussi à domicile, c'est génial. La voie sous-cutanée, c'est vous prenez en fait, je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, vous prenez la masse
le tissu sous-cutané au niveau abdominal. Vous prenez un cathéter. N'oubliez pas, prenez surtout les verres et vous mettez à 45 degrés. Vous êtes sûr de faire passer le soluté sans que le patient n'ait besoin de boire. Et ça n'altère pas son autonomie quand vous le faites le soir. Ça sans cesser sur 8 heures. Maintenant, vous avez des patients qui sont en train de vous développer une déshydratation, qui sont en train d'avoir une natrémie qui est dans les 145. Dans ce cas-ci, quand vous mettez votre G5 et que vous faites purger votre tubulure et que vous faites passer, donc vous remplissez le goutte, vous allez voir rapidement qu'il y aura un afflux parce que justement, la personne manque d'eau. Cette façon-là, c'est ça qui a permis de sauver justement le cataclysme qu'a eu la France en juin 2003. C'est à ce moment-là que l'hypothermie a été extrêmement développée et je peux vous assurer que c'est quelque chose de formidable. N'ayez vraiment pas peur de la faire, même chez les patients sous anticoagulants. Et vous fixez avec une compresse juste au-dessous pour que le cathéter ne plie pas, il n'y ait pas de plicature. Et enfin, mettez un espèce de tégaderme transparent pour que vous puissiez être sûr qu'il n'y ait pas de rougeur locale. Et même à défaut de tégaderme, moi, je mets une compresse et je ferme et je suis tranquille. Et enfin, bien sûr, la réhydratation orale, c'est l'eau gélifiée qu'il ne faut pas oublier, c'est l'eau gazeuse pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition. Et par contre, pour la sonde gastrique, il faut l'éviter parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a un risque d'inhalation, il y a un risque d'arrachage et c'est assez agressif pour les personnes âgées. Et enfin, je finirai pour insister sur l'optimisation de la prise en charge des autres pathologies, les soins de bouche, la prévention des escarres. Rapidement, dès que le patient se met au fauteuil, dès que le patient peut se mettre debout, il faut absolument reprendre l'autonomie de nos personnes et revoir les ordonnances. Et enfin, la prévention, c'est tout ça. La prévention, c'est on fait épaissir les liquides, c'est proposer de l'eau aromatisée, c'est surtout, s'il vous plaît, la stimulation à la boisson et la perfusion sous-cutanée, surtout quand il fait chaud, surtout quand il y a des pertes digestives. Et on revoit, s'il vous plaît, cette ordonnance. C'est comme ce qu'on fait dans le centre, la pulvérisation chez les personnes âgées pour éviter qu'elles ne se déshydratent, notamment à cause de cette transpiration qui peut perdre jusqu'à 800 cc par jour. Je vous remercie. Merci, merci professeur Mona Marmok pour cet exposé très clair, didactique et surtout très, très pratique. Bravo pour ce cas clinique qui a bien élucidé justement les variabilités cliniques et biologiques de la déshydratation chez le sujet âgé. Et bon, donc je disais que c'était un exposé très clair. On laissera peut-être la séance des questions à la fin, si tu permets, Mouna, sûr. de deux exposés, s'il te plaît. Je n'ai pas fait ta présentation, mais bon, tu n'as pas besoin d'être présenté. Mouna Marmog, elle est enseignante de médecine interne gériatrie à la faculté de médecine de Rabat et dirige le centre NADA, donc, qui s'occupe des personnes âgées de la Fondation Mohamed V. Elle est vice-présidente de Maroc Alzheimer et Âge Maroc. Bref, donc, elle est connue dans le monde gériatrique national et même international. Voilà. Alors, pour Saadla Mraoui, donc, notre ami, il a accepté notre invitation à la dernière minute. On est vraiment ravis qu'il soit avec nous. C'est un plaisir de te voir avec nous, c'est Abdullah. Alors, professeur Abdullah Mraoui est rhumatologue. Et il est ex-chef de service de l'hôpital de rhumatologie à l'hôpital militaire. Il est également président de la Société marocaine de rhumatologie. Et il est auteur de plusieurs ouvrages. Malheureusement, je voulais vous montrer son ouvrage sur l'ostéoporose, mais je n'ai pas la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas chez moi. Pas grave, démarrer. Voilà, c'est bon. Je vous montre ça. C'est le professeur Abdullah Mraoui, donc il est auteur de cet ouvrage, paru déjà en 2010. Très, très, très intéressant. Donc pour nous, Abdullah, c'était un expert en la matière. Donc quand on parle d'ostéoporose, il y a beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de choses à dire chez la personne âgée, notamment. Alors, sans trop tarder, je te passe la parole, cher ami. Merci. Merci beaucoup, c'est Mustapha. Donc, c'est pour moi toujours un plaisir d'être avec vous. Je n'ai pas hésité un instant quand Mouna m'a appelé pour faire cette présentation. Et donc, bon, je vais essayer d'être un peu court. C'est un vendredi soir et je pense que c'est la fin de semaine, tout le monde est un peu fatigué. Et donc, le sujet, c'est l'ostéoporose du sujet âgé, quoi de neuf. Alors, j'ai commencé ma présentation par peut-être soulever le problème
de certains livres qui sont parus ces quelques dernières années, remettant même l'existence même de cette maladie qu'est l'ostéoporose. Plusieurs auteurs un peu polémistes qui avaient fait le tour des émissions télé ou des réseaux sociaux pour dire que l'ostéoporose en fait n'existe pas, il y a juste le vieillissement normal de l'os avec l'âge et que bon, c'est une maladie inventée par les laboratoires en gros pour vendre des médicaments. Bon, c'est important de remettre les choses en perspective. Voilà par exemple des chiffres locaux. Une étude que nous avions faite au Maroc qui montre la réalité de l'ostéoporose. On avait recensé plus de 3000 cas de fractures de hanche chaque année au Maroc. Et vous voyez l'augmentation exponentielle avec l'âge dans les deux sexes à partir de 65 ans. Pareil pour les fractures vertébrales. Deux études qu'on avait faites sur la prévalence des fractures vertébrales asymptomatiques. Donc là, c'était des patients qui ne se plaignaient de rien. On avait fait une recherche systématique de fractures vertébrales et vous voyez qu'avec l'âge, pratiquement après 70 ans, vous avez une femme sur deux qui a une fracture vertébrale méconnue et vous avez un homme sur 5 qui a une fracture vertébrale méconnue. Alors, c'est quoi l'ostéoporose? Brièvement, je pense que tout le monde globalement le sait. Moi, je réponds souvent à cette question en montrant cette image qui montre un fort grossissement de l'os trabéculaire. Et vous voyez l'ostéoporose, typiquement, c'est ça, c'est des travées qui sont rompues, qui sont amincies. Vous voyez ici des fissures de ces travées osseuses, donc qui deviennent très faibles et incapables disons, de faire le rôle. Et on voit donc ce processus de travail ici au microscope et ce que ça donne macroscopiquement. Donc, par exemple, des vertèbres complètement trouées comme ça qui sont susceptibles de s'effondrer au moindre petit traumatisme, voire même spontanément. Donc, l'ostéoporose, c'est une fragilité osseuse, une augmentation de la fragilité osseuse, c'est des fractures, les plus graves étant la fracture de hanche que vous voyez ici, les fractures vertébrales. Alors, il y a celle-là que vous voyez tous très facilement, mais il y a celle-là qui passe souvent inaperçue, qui est un petit peu au-dessus. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors, les conséquences de ces fractures sont gravissimes. Alors, professeur Marmar en a parlé tout à l'heure. Après une fracture de hanche, vous avez 20% qui meurent dans l'année et vous avez la grande majorité des survivants qui vont avoir des séquelles, qui vont avoir pratiquement jusqu'à une incapacité permanente ou la nécessité d'avoir l'aide d'une tierce personne. Pour les fractures vertébrales, pareil, donc des douleurs chroniques du rachis, une déformation de la colonne avec une kyphose, une perte de taille et des conséquences sur les poumons et sur la qualité de vie indéniable. Plus que ça, il y a cette grande étude publiée dans le JAMA en 2009 qui a étudié la mortalité en fonction des fractures. Vous voyez ici la mortalité de la population générale en vert et vous voyez la mortalité après les autres fractures. Donc, en rouge, vous avez les fractures de hanche. Ça, on le savait, donc il y a une augmentation importante de la mortalité. Mais ce que cette étude a montré, c'est que même avec les fractures vertébrales ou les fractures majeures, il y a une augmentation de la mortalité par rapport à la population générale. Donc, l'ostéoporose est une réalité, c'est une maladie grave qui augmente la mortalité et la morbidité chez les patients et les sujets âgés. Alors, quoi de neuf en 2021? Donc, je vais essayer de répondre brièvement et rapidement à ces questions. Qui faut-il traiter? Comment traiter? Combien de temps? Quel objectif? Comment suivre les malades et quelles sont les actualités? Donc, pour le diagnostic, je pense que vous le savez tous, il est pour le moment basé sur l'ostéodensitométrie, donc cet appareil qu'on appelle absorptiométrie biphotonique à rayon X ou DEXA. Et donc, l'OMS a défini l'ostéoporose par un test score inférieur à moins de 5, donc par rapport à une population jeune de référence. Mais un petit rappel, ce seuil de test score à moins de 2,5 est un seuil de diagnostic, mais ce n'est pas un seuil de décision thérapeutique. Et j'insiste aussi sur un autre élément important. L'ostéopénie n'est pas une maladie.
Donc, d'ailleurs, maintenant, on propose de supprimer carrément ce terme des rapports de densitométrie osseuse. Donc, avant de décider de démarrer ou non un traitement, le plus important, c'est d'évaluer le risque fracturaire chez notre malade. Et comment faire pour évaluer ce risque fracturaire? Ben, on a des paramètres. Donc, il y a l'âge, et là, on est en train de parler des sujets âgés. Plus l'âge augmente et plus le risque, évidemment, augmente. Il y a évidemment la densité minérale osseuse qui est importante, mais il y a d'autres paramètres comme l'antécédent personnel de fracture, comme le risque de chute, qui est un élément très important. Et puis, il y a d'autres paramètres dont je vais parler plus rapidement, comme le FRAX, le TBS ou les marqueurs de remodelage. Alors, la masse osseuse suit chez tout le monde donc, cette courbe comme vous voyez ici. Donc, on a une acquisition de la masse osseuse pendant l'adolescence et l'âge jeune. Et il y a après, on va dire, une phase de plateau entre environ 30 ans et 50 ans. Et puis, il y a une dégression très lente avec l'âge dans les deux sexes, mais plus accélérée, la cassure est plus accélérée au moment de la ménopause chez les femmes. Donc, quand on applique la définition de l'ostéoporose de l'OMS dans la population générale, théoriquement, avant 50 ans, il y a moins de 2% de gens qui ont une ostéoporose. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé de faire la densitométrie osseuse systématique à 50 ans. Par contre, à 65 ans, pratiquement 20% de la population est ostéoporosique et c'est pour ça que c'est recommandé de faire systématiquement une densitométrie osseuse à 65 ans. Et vous voyez que chez les sujets très âgés, pratiquement la moitié ont une ostéoporose. Alors, ceci dit, la densitométrie, c'est important, mais elle ne suffit pas toute seule à prédire le risque fracturaire. Quand on voit l'épidémiologie des fractures en fonction de la densité minérale osseuse, eh bien, on se rend compte que pratiquement plus de 60% des femmes avec une fracture par fragilité osseuse n'ont pas d'ostéoporose densitométrique. Et ils sont plutôt donc avec une densité basse, voire même parfois normale. Et il faut se méfier notamment de deux cas, les obèses et les diabétiques, qui peuvent avoir des fractures alors qu'ils ont des densités minérales osseuses entre guillemets normales, mais ils ont une qualité osseuse qui n'est pas bonne. Deuxième paramètre très important à retenir, c'est l'antécédent de fracture, et notamment l'antécédent de fracture vertébrale. On sait qu'une femme ayant subi une fracture vertébrale a 20% de chances de faire une fracture vertébrale dans l'année qui suit, et 25% de risque, on va dire, ce n'est pas une chance, de faire une fracture à n'importe quel autre site. Alors, les fractures vertébrales, quand elles sont parlantes cliniquement, c'est très bruyant, c'est une douleur atroce rachidienne, spontanée, focalisée, avec un point douloureux électif, et donc on la suspecte quand il y a une syphose dorsale avec une perte de taille. Mais n'oubliez pas que 2/3 des fractures vertébrales ne sont pas responsables de douleur et donc peuvent passer inaperçues et sont asymptomatiques. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle technique que nous utilisons maintenant très souvent pour le dépistage des fractures vertébrales, qu'on appelle la VFA. C'est en fait par l'examen densitométrique, par l'ostéodensitométrie, il faudrait ajouter donc densitométrie plus VFA. Et donc, grâce à un logiciel, l'ordinateur scanne tout le rachis de T4 à L4 et vous voyez que rapidement, on peut visuellement voir est-ce qu'il y a des fractures vertébrales. Vous voyez ici plusieurs fractures vertébrales à l'étage T9, T10, T11. Donc, c'est une technique très intéressante. Des études récentes ont aussi essayé d'identifier quels sont les patients à très haut risque et surtout ce qu'on appelle des patients à risque imminent de fracture. Alors, je vous résume un petit peu les données de ces études. 3 principaux paramètres sortent dans le risque important, le très haut risque de fracture: l'âge avancé, l'antécédent de fracture récente qu'on vient de voir et les facteurs de risque de chute, et notamment les antécédents de chute récents, c'est-à-dire un antécédent de chute dans l'année qui précède. Donc, ce sont des patients à très haut risque de fracture. Et donc, on en arrive au risque de chute.
vous connaissez tous la sarcopénie. Alors, comme pour la courbe que je vous ai montrée pour la masse osseuse, la masse musculaire aussi suit pratiquement la même courbe avec une perte de 1 à 2% de masse musculaire à partir de l'âge de 40 ans. Et quand il y a en plus de cette perte de masse musculaire, une perte de la force, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette sarcopénie. Il y a bien sûr l'âge, mais il y a toutes les maladies aiguës ou chroniques qui entraînent des immobilisations. Vous savez que 10 jours d'immobilité vont diminuer de 13% la force musculaire au membre inférieur. Il y a évidemment la dénutrition qui est un facteur aggravant et qui est fréquent chez les sujets âgés. Vous connaissez tous le syndrome de fragilité du sujet âgé. Donc, c'est justement cette perte de masse musculaire avec perte de la force musculaire qui est un peu le point de départ. Et c'est des cercles vicieux. Vous avez une ostéoporose donc, qui s'installe, une augmentation du risque de chute avec des fractures, perte d'autonomie et ainsi de suite jusqu'à aboutir de la dépendance du sujet âgé. Alors, les risques de chute, on sait que c'est fréquent au-delà de 65 ans. On sait que pratiquement un tiers des plus de 65 ans vont tomber au moins une fois par an et la moitié vont tomber au moins 2 fois. Et on sait que 3 à 6% de ces chutes vont être responsables de fractures. Alors quand les sujets sont encore un peu alertes et ils ont du tonus, souvent c'est les fractures du poignet, ils ont le réflexe de mettre la main en tombant. Mais les sujets âgés n'ont plus ce réflexe-là et c'est souvent le col fémoral qui va prendre, ce qui explique un peu la cinétique de ces fractures du col. Alors, il y a des études récentes qui ont montré que la prévention des chutes permet de prévenir donc, les fractures. Donc, on est efficace en utilisant les différents moyens de prévention du risque de chute. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, au cours de la consultation, c'est très important d'évaluer ce risque de chute. Donc, rechercher les antécédents de chute dans les mois qui précèdent. En l'absence de chute, il y a des tests simples qu'on peut faire lors de la consultation. Donc, je pense que tous ceux qui s'intéressent à la gériatrie les connaissent. Le Get Up and Go test, le test de l'appui monopodal ou le test de la poussée sternale pour voir si le sujet tient son équilibre ou pas. Et donc, la consultation gériatrique est conseillée chez ces genres de patients. Et évidemment, bien sûr, faire une densitométrie systématique chez les sujets à risque de chute. Alors, le FRAX, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, donc c'est un outil développé par l'OMS pour faire une évaluation du risque de fracture personnalisée. Nous avons eu la chance de travailler sur un modèle marocain et qui a été validé. Donc, c'est un outil qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc, il suffit de taper FRAX sur Google et vous tombez sur cette page. Et donc, vous voyez que vous avez un questionnaire qui récapitule les principaux facteurs de risque de fracture avec ou sans densitométrie osseuse. On peut le calculer avec ou sans la densité minérale osseuse. Et donc, vous voyez, quand on rentre les différents paramètres, on obtient un chiffre qui est un risque de faire une fracture à 10 ans. Vous voyez ici un 12% de risque de fracture majeure et 6,8% de risque de faire une fracture de hanche. Donc, c'est un risque personnalisé pour notre patient. C'est toujours un calcul intéressant à faire, notamment quand on n'a pas de densité minérale osseuse. Alors, TBS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui est aussi implémenté dans les machines d'ostéodensitométrie et qui permet d'estimer un peu la microarchitecture osseuse sur la photo de la DEXA, et donc qui permet de donner un chiffre du risque fracturaire, donc qui peut être aussi utilisé en complément de la densité minérale osseuse et du FRAX. Et enfin, vous savez qu'on peut doser pas mal de paramètres biochimiques du remodelage osseux. Alors, ça ne se fait pas en routine pour des problèmes de reproductibilité, mais dans certains cas, ça peut être très intéressant de savoir est-ce qu'il y a une hyperrésorption osseuse ou est-ce qu'il y a une diminution de la formation osseuse. Les paramètres les plus intéressants parmi ceux que vous voyez sur cette plaque, c'est essentiellement le CTX pour la résorption et l'ostéocalcine ou le PIMP pour la formation osseuse. Donc, ils ont des indications particulières, notamment chez des patients, disons, avec des cas de décision thérapeutique un peu difficile. Ça peut nous aider à décider est-ce qu'on va traiter ou pas.
et quel traitement utiliser. Alors, on en arrive justement au traitement de l'ostéoporose. N'oubliez pas que l'objectif du traitement, c'est de réduire le risque fracturaire. Et donc, c'est important de traiter d'abord les fracturés et les sujets à haut risque de fracture qu'on aura évalué, qu'on aura estimé par ce qu'on vient de voir maintenant, par les différents paramètres d'estimation du risque fracture. Donc, la stratégie, une fois qu'on a dit ça, première des choses, diagnostic. On élimine les diagnostics différentiels, notamment les autres ostéopathies fragilisantes, ostéomalacie, hyperparathyroïdie, etc. Et on va démarrer un traitement de première ligne. On va absolument insister sur la prévention du risque de chute chez le sujet âgé. Je vais y revenir. Et dès le départ, il faut être clair avec le malade que c'est un traitement à long terme pour plusieurs années pour s'assurer d'une bonne adhésion au traitement. Alors, je rappelle un peu les déterminants de la fracture. On se casse parce qu'on a de l'ostéoporose et que l'os n'est pas très solide, mais on se casse aussi surtout parce qu'on tombe. Et donc, la prévention de la chute est un élément fondamental de la prévention de l'ostéoporose. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par d'abord des apports suffisants en protéines et en calcium, on va y revenir tout à l'heure, en énergie pour lutter contre la sarcopénie. Donc, ça passe par l'activité physique, évidemment adaptée à l'âge et, disons, à la physiologie de chacun. L'intérêt de l'exercice physique a été démontré à tout âge, c'est bénéfique, évidemment, de l'enfance chez les sujets très âgés. C'est toujours très important de conseiller, et notamment les exercices de renforcement musculaire. Ça a un impact important dans la prévention de l'ostéoporose. Alors, lutter contre les principales causes de chute chez le sujet âgé, sur lesquelles on peut intervenir. Alors, par exemple, les maladies, conseiller de la rééducation pour un AVC ou pour des troubles de l'équilibre, bien traiter les maladies responsables de chute comme le Parkinson essentiellement, l'épilepsie ou les différents rhumatismes, arthrose ou autres. S'il y a par exemple des troubles visuels par une cataracte, conseiller une intervention pour réparer ça. Traiter un adénome prostatique qui oblige le patient à se lever plusieurs fois la nuit, et on sait que c'est une cause majeure de chute. Les médicaments, c'est une des causes principales de chute, et donc à chaque fois qu'on peut supprimer quelque chose en accord avec le prescripteur, il ne faut pas hésiter. Tous les médicaments qui altèrent la vigilance, les sédatifs, les benzodiazépines, tous les médicaments qui donnent de l'hypotension orthostatique, notamment les diurétiques, mais aussi les autres dérivés nitrés, antidépresseurs, etc., antihistaminiques, et les médicaments, bien sûr, qui obligent à se lever la nuit, comme les diurétiques. Donc, tout ça, il faut le discuter avec le médecin traitant et le cardiologue ou l'urologue, etc., pour voir tout ce qu'on peut supprimer, il vaut mieux le supprimer, ou au moins diminuer les doses. Intervenir sur l'environnement du patient, donc ça, c'est très important. Conseiller, par exemple, un bon éclairage, toujours laisser une veilleuse le soir pour quand on se lève, supprimer tout ce qui peut faire tomber, placer des structures de soutien dans les baignoires. On sait que la moitié des sujets âgés qui se fracturent le font dans leur salle de bain, et donc installer un tapis antidérapant, par exemple, peut résoudre ce genre de problème. Un élément très important, les protecteurs de hanches. Pour les grands chuteurs, vous pouvez donner tous les médicaments que vous voulez les plus efficaces. Si un malade tombe 3-4 fois par mois, il finira par se casser. Et donc, parfois, peut-être ça serait plus utile de lui mettre cette gaine avec une sorte de coussin qui protège la hanche. C'est plus efficace que les médicaments. Alors, on en arrive aux médicaments et au traitement pharmacologique. On a pas mal de médicaments. Alors, il y a eu des entrées et des sorties. Je ne sais pas si vous êtes à jour, mais plusieurs médicaments ont été supprimés un peu de l'arsenal. Le dernier en date, c'était le strontium. Donc, pour le moment, les meilleurs traitements, les antirésorptifs, c'est les bisphosphonates. On en a quelques-uns. On a les risedronate, la landronate, l'ibondronate ou le zoledronate. On a le denosumab, je vais y revenir. Raloxifène et ostradiol sont d'utilisation très rare et souvent pas du tout utilisés chez le sujet âgé. Et puis, on a des médicaments qui stimulent la formation, notamment le tériparatide, et d'autres, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour les bisphosphonates, donc on a l'alendronate, le risedronate et le zoledronate, avec des études béton qui montrent qu'ils diminuent le risque de fracture
vertébrale de 50 à 70% et le risque de fracture de hanche de 30 à 50%. Donc, c'est des médicaments très efficaces avec un effet rémanent, donc ce qui permet d'ailleurs, après quelques années d'utilisation, de les stopper et d'avoir un effet qui reste encore pendant quelques années. Alors, ils ont des effets secondaires, évidemment. Avec la voie orale, l'effet secondaire le plus important, c'est un peu les œsophagites qu'on doit prévenir par les conseils de prise. Donc, il faut les prendre avec un verre d'eau et une demi-heure avant le repas et ne pas se coucher. Généralement, c'est gérable. Avec la voie veineuse, l'effet secondaire le plus fréquent, c'est une sorte de syndrome pseudo-grippal qu'on observe dans environ 20% des cas. Sinon, les autres facteurs, les autres effets secondaires sont beaucoup plus rares et ne posent pas vraiment de problème. Il faut les connaître. L'uvéite, par exemple, un cas sur 10 000. L'atteinte rénale qui peut être observée avec les formes intraveineuses et qu'il faut éviter en cas d'altération de la fonction rénale sont extrêmement rares, un cas sur 10 000. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est quelque chose de très, très rare dans l'ostéoporose, un cas sur 50 000. Et les fractures diaphysaires atypiques, là aussi, c'est très rare, un cas sur 10 000. Alors, la physiopathologie de l'ostéoporose a été donc de mieux en mieux étudiée et on a identifié un système qu'on appelle RANK-ligand ostéoprotégérine, qui est en fait un système de communication entre les cellules osseuses, entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc, pour faire vite, on va dire que les ostéoblastes sécrètent un facteur qu'on appelle le RANK-ligand, qui, lui, va déclencher le processus d'ostéolyse et qui va donc transformer les précurseurs des ostéoclastes en ostéoclastes majeurs. Alors, le corps a un inhibiteur naturel qu'on appelle l'ostéoprotégérine qui permet d'arrêter la résorption osseuse. Et donc, on a pu fabriquer un anticorps monoclonal directement ciblé contre ce RANK-ligand et qui va bloquer la résorption osseuse. C'est le denosumab qui est commercialisé au Maroc. Donc, c'est une biothérapie, c'est un anticorps monoclonal qui est en fait une sorte de bouton on-off qui éteint tout de suite la résorption osseuse. Donc, il suffit de faire une injection sous-cutanée tous les 6 mois et vous avez un blocage total de la résorption osseuse. Alors, les études là aussi sont très bonnes. Ils montrent une efficacité très intéressante antifracturaire et une très bonne tolérance. Le coût est de 2400 dirhams tous les 6 mois. Donc, mais ça reste un médicament non remboursé par les mutuelles pour le moment. Alors, le principal intérêt de ce produit, c'est qu'on peut le donner même avec une fonction rénale altérée. Il n'y a pas de problème avec ce produit, contrairement aux bisphosphonate qui sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Par contre, on a observé un phénomène de rebond à l'arrêt du denosumab. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de bouton on-off. Dès qu'on arrête le produit, vous avez immédiatement la résorption qui augmente très très vite, la densitométrie qui revient en moins d'1 an à sa valeur initiale. Et donc, on a observé chez certains patients, après l'arrêt de ce produit, des fractures vertébrales, parfois même multiples, ce qui a fait tirer la sonnette d'alarme. Et maintenant, quand on veut arrêter ce produit, on fait un relais systématique par un bisphosphonate pendant au moins 1 an pour éviter ce phénomène de rebond. Le tériparatide, c'est de la parathormone. On sait que la parathormone, quand elle est donnée donc en continu, l'hyperparathyroïdie, ça donne de la résorption osseuse. Mais quand on la donne de façon séquentielle, ça a un effet très important sur la formation osseuse. C'est un produit très efficace. Alors, malheureusement, il n'est pas encore commercialisé au Maroc. Alors, le coût a beaucoup baissé. Maintenant, il y a des biosimilaires qui ont été commercialisés. Ça va revenir aux alentours de 200 € par mois, comme vous le voyez. C'est un produit très efficace et il est réservé aux formes très sévères, avec au moins 2 fractures vertébrales. C'est des injections sous-cutanées quotidiennes qu'on va donner environ 1 mois, 18 mois à 2 ans maximum pour stimuler la formation osseuse. Alors, je récapitule un peu les différents produits disponibles maintenant au Maroc et leurs coûts. Et vous voyez qu'on peut traiter maintenant l'ostéoporose avec un coût annuel d'environ 2000 dirhams par les formes orales et même à 1300 dirhams par le générique de l'acide zoledronique. Alors que le denosumab reste quand même un peu plus cher que les autres, à environ 4800 dirhams.
pour le moment, le tériparatide n'est pas encore commercialisé. Alors, qui, quand et comment traiter? Je fais vite là aussi. On va distinguer 3 situations importantes. Les patients qui ont déjà fait une fracture sévère, là, pour faire vite, il faut tous les traiter. Donc, fracture vertébrale, fracture du fémur, fracture de l'humérus, fracture du bassin, quel que soit le test score, il faut traiter. Alors, pour les fractures non sévères, c'est ce qu'on appelle fracture non sévère, c'est le poignet, c'est un métatarsien, c'est une fracture de côte, par exemple. Là, ça se discute. En général, on traite si un test score est inférieur à -2. Et quand il n'y a pas de fracture, ou quand il y a uniquement des facteurs de risque d'ostéoporose ou de chute, là, on traite à -2,5 ou à -3 de test score. Donc, ça dépend un petit peu. On peut s'aider du FRAX, on peut s'aider de ce que je vous ai montré tout à l'heure, du TBS ou des marqueurs du remodelage osseux. Voilà. Le choix des médicaments, alors il n'y a pas d'études comparatives entre les différents produits. En général, on prend en compte les contre-indications, les contraintes, l'état du patient. Si tout va bien, on commence par la voie orale, c'est le premier choix, donc bisphosphonate par voie orale. Pour la voie parentérale, elle est privilégiée dans certains cas. Par exemple, en cas de fracture de hanche, en cas de densité très très basse, en cas de comorbidité, chez les patients par exemple qui ont des troubles mnésiques, chez le cas des sujets âgés, donc il vaut mieux utiliser l'injectable, comme ça il ne va pas oublier est-ce qu'il a pris ou pas son comprimé. Et quand il est polymédicamenté, si on peut lui éviter d'avoir encore un comprimé en plus, là on peut mettre une injection une fois par an ou tous les 6 mois, c'est beaucoup plus pratique. Le denosumab, je vous l'ai dit, est plus intéressant en cas de fonction rénale altérée, et le tériparatide est le premier choix en cas de fracture vertébrale multiple. Alors, les prérequis de tout traitement, les apports calciques doivent être vérifiés. Si le malade mange assez de calcium, ce qui est très rare au Maroc, le régime marocain apporte à peu près 500 à 600 mg par jour. Donc, on peut faire une supplémentation calcique, en sachant que le calcium seul n'est pas un traitement d'ostéoporose et ne permet pas du tout de prévenir les fractures. Vitamine D, il faut le doser quand on fait le diagnostic d'ostéoporose, c'est important, et même de s'assurer que le patient est au-delà de 30 nanogrammes par une supplémentation. Donc, il faut le doser et le suivre, monitorer pour être sûr que le malade est bien, disons, supplémenté en vitamine D. Alors, quelle dose et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, voilà les doses, on va dire, c'est entre 800 et 1000 unités par jour en cas d'insuffisance, entre 1500 et 2000 en cas de carence, on ne jamais dépasser 10 000 par jour. Alors, on peut utiliser soit les formes quotidiennes, il y a maintenant, on a au Maroc les gouttes quotidiennes, on a des comprimés, et on peut utiliser soit des formes hebdomadaires, soit des formes mensuelles. Par contre, éviter les fortes doses, et notamment le stérogile, le D2, c'est vraiment déconseillé. Ça peut même avoir l'effet inverse et augmenter le risque de chute et le risque de fracture. Il y a des études qui ont montré récemment que le suivi de la densité minérale osseuse était intéressant et qu'il était lié au risque de fracture. Et donc, globalement, pour faire vite, plus un médicament augmente la densité minérale osseuse et plus il est efficace. Et donc, maintenant, on conseille de refaire une densité minérale osseuse en général après 2 ou 3 ans de traitement pour vérifier qu'il y a un gain. Et pour avoir un objectif densitométrique, l'idéal est de ramener le patient au-delà de -2, si c'est possible, de T-score. Quand faut-il arrêter? Alors, globalement, je résume un peu. Pour les bisphosphonates par voie orale, il faut donner 5 ans. Pour le zoledronate par voie intraveineuse, donc une fois par an, c'est 3 ans. Pour le denosumab, c'est environ 5 ans, puis relais par un bisphosphonate. Pour le tériparatide, c'est 18 mois à 2 ans, puis relais par bisphosphonate au denosumab pour maintenir le gain pendant au moins 1 an. Voilà. Mais pour les cas à très haut risque, on peut traiter plus longtemps, et donc ça dépendra du cas par cas. Dans tous les cas, réévaluation régulière, clinique, densitométrique et VFA ou radio pour vérifier qu'il n'y a pas eu plus de fractures vertébrales asymptomatiques. Alors, les nouveautés, les actualités, malheureusement,
il n'y a pas eu énormément d'actualité dans les traitements de l'ostéoporose. Souvent, c'était des produits qui ont connu quelques problèmes dans leur développement avec des AMM approuvés puis retirés. Alors, je fais vite les deux principaux, disons, actualités du traitement. La baloparatide, c'est un analogue du PTH-RP que vous connaissez tous, qui a montré dans son étude Princeps une efficacité très intéressante, même supérieure un petit peu au teriparatide. Et puis, deuxième produit, c'est une autre biothérapie, un anticorps monoclonal qui s'appelle le romosozumab, qui inhibe une protéine qui s'appelle la sclérosine. C'est une protéine synthétisée par les ostéocytes. Alors, c'est un produit qui a un effet double. Il stimule la formation osseuse et réduit la résorption osseuse avec une injection sous-cutanée par mois. Son étude Princeps, vous voyez ici, sur plus de 4000 patients, randomisés pour recevoir, donc c'est des patientes avec ostéoporose sévère et une fracture vertébrale obligatoire, randomisés pour recevoir alendronate au romosozumab, et vous voyez efficacité supérieure à l'alendronate après 1 an de traitement. Après 1 an, les patients ont été switchés vers l'alendronate et le gain s'est maintenu sur plusieurs années. Par contre, dans cette étude-là, il y a eu quelques reports d'une augmentation du risque cardiovasculaire, notamment plus d'événements d'insuffisance cardiaque ou d'infarctus du myocarde, ce qui fait que la FDA avait retiré l'AMM à ce produit, puis il a été réapprouvé en 2019, mais avec un warning pour dire qu'il ne faut pas le donner aux patients à haut risque cardiovasculaire et qu'il faut une surveillance cardiovasculaire stricte avec ce produit. Voilà, je termine par le traitement d'une fracture aiguë très douloureuse. En général, il faut un repos, une immobilisation par un corset et des antalgiques majeurs adaptés au niveau de douleur. Et puis, je voulais surtout vous parler de techniques maintenant qui sont nouvelles, qu'on peut faire au Maroc. La vertébroplastie, donc c'est l'injection de ciment dans la vertèbre cassée qui permet de réduire de façon intéressante donc la douleur et de rétablir un peu la hauteur de la vertèbre, ou la kyphoplastie qui consiste à gonfler un ballon dans la vertèbre pour la redresser. Voilà, donc je termine par dire que voilà, l'ostéoporose est une maladie qui cause pas mal de problèmes, notamment chez le sujet âgé, avec une augmentation de la mortalité, mais que maintenant on sait très bien qu'il faut-il traiter, comment, combien de temps, etc. On a répondu à toutes ces questions. J'insiste pour commencer à traiter les patients, les fracturés et les sujets à très haut risque, et que la prévention commence dès le jeune âge. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre évidemment à vos questions. Merci, merci Servla pour ton exposé. Très, très clair, vraiment, très pratique aussi. On a beaucoup appris ce soir, que ce soit pour le premier exposé et le deuxième exposé également. Alors, sans trop tarder, donc déjà on remercie les participants qui sont nombreux, donc un vendredi soir. C'est une très bonne chose. Et donc, sans trop tarder, on commencera par les questions justement. Alors, jusqu'à présent, les questions qui ont été posées, peut-être qu'il y a des questions sur l'ostéoporose en attendant l'arrivée des autres. Alors, une question qui dit, voilà, patient de 64 ans, qui a une ostéoporose depuis 3 ans sous traitement, thyroïdectomisé, qui présente des douleurs articulaires et un prédiabète. Quelle est votre prise en charge dans ce cas-là? Une dame de 64 ans qui a une ostéoporose déjà sous traitement et qui se plaint de douleurs articulaires. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. À ne pas oublier que l'ostéoporose, en principe, n'est pas douloureuse. L'ostéoporose se manifeste par ses complications osseuses qui sont les fractures. Et quand il y a des douleurs articulaires, il faut chercher autre chose. Il faut chercher s'il n'y a pas un rhumatisme débutant, s'il n'y a pas une PPR ou une polyarthrite rhumatoïde ou de l'arthrose ou d'autres pathologies qui peuvent donner des douleurs articulaires. Mais c'est pas, l'ostéoporose ne fait pas mal aux articulations. Donc ça, c'est une erreur communément rapportée que je vois souvent.
l'ostéoporose ne fait pas mal aux articulations. Voilà. Toujours chercher autre chose. Qu'est-ce qui fait mal? D'accord. En général, chez les sujets âgés, vous allez trouver de l'arthrose. Il faut éliminer un rhumatisme inflammatoire, PPR, polyarthrite rhumatoïde, etc. Fibromyalgie, qui est aussi une cause très fréquente de douleurs diffuses. Voilà, mais pas l'ostéoporose. L'ostéoporose, on va la traiter pour éviter que la patiente fasse une fracture avec toutes les conséquences qu'on a vues tout à l'heure. Si tu permets, Mustafa, ouais, excuse-moi. oui. D'abord, merci beaucoup, Abdallah. Pour mémoire, c'est Abdallah, il est maintenant, je crois, à la veille de son congé et on l'a attrapé. Merci beaucoup, merci vraiment. Hein. Merci que tu aies pris le temps de nous éclairer toujours par tout ce que tu fais pour l'ostéoporose dans notre pays. Alors, ce que je voulais juste aussi peut-être appuyer sur le fait que ne soyons pas aussi focalisés, comme a bien dit M. Mghraoui, concernant les douleurs articulaires, et puis les douleurs lombaires, en dehors du contexte de fracture vertébrale, n'oublions pas le myélome. Je pense qu'on voit beaucoup de patients, malheureusement, qui ont été traités comme une ostéoporose, qui ont été, voilà, on a mis tout sur le compte d'un rachis dégénératif, et puis après, ils arrivent à un stade avancé de myélome multiple. Oui, c'est très important. Au moment du diagnostic de l'ostéoporose, il y a un bilan systématique à faire avant de dire ostéoporose. Il y a un bilan systématique à faire qui doit contenir donc, tout le bilan pour éliminer myélome, métastase, ostéomalacie, hyperparathyroïdie, etc. Ça, c'est très important. J'ai raccourci ma présentation parce que tu m'avais dit 20 minutes. Je suis désolée, je sais. Et puis, j'ai trop parlé, donc vraiment, je te comprends et je te remercie. Et Abdallah, est-ce que tu peux te contenter d'un pourcentage de frax pour commencer un traitement sans faire de densitométrie osseuse? C'est une question qui revient assez souvent. Alors, on est en train de travailler actuellement sur les recommandations marocaines de l'ostéoporose et c'est une question qu'on se pose. Alors, théoriquement, c'est possible, oui. Je vous l'ai dit d'ailleurs, si vous avez une patiente qui a déjà fait une fracture vertébrale, quel que soit, vous n'avez pas besoin de densitométrie pour traiter. Quel que soit le test score, on va traiter. Et là, le frax va être important. Alors après, est-ce qu'on se contente uniquement du frax pour traiter? Pour le moment, il n'y a pas les recommandations, mais personnellement, si vous n'avez pas je conseillerais, si vous n'avez pas la possibilité de faire une densité minérale osseuse, oui, on peut le faire. On peut le faire. Alors après, ça va dépendre du chiffre. Mais au moins, on va dire fixer la barre à 20% par exemple de risque, on peut démarrer un traitement. Mais l'idéal, c'est d'avoir une densité minérale osseuse. C'est très important, ne serait-ce que pour le suivi, pour savoir ce qu'on fait, pour savoir où on va. Très bien. Alors, une question là aussi qui intéresse les gériatres et les rhumatologues aussi. Est-ce qu'il y a un âge limite pour commencer un traitement? Bon, nous, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en fait, je ne sais pas, je laisse la parole à la professeure Mona Marmol. Alors, voilà. Bien sûr, si on est en fin de vie avec un cancer du pancréas, on ne va pas mettre de traitement par biphosphonate. Mais on a bien vu qu'il y avait des études qui ont été bien ciblées chez la personne âgée, avec un âge moyen de 75, de 80 ans, avec des études pour des patients, même au contraire, les patients âgés, chuteurs, c'est souvent des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, qui ont un Parkinson, qui ont tous les risques de chute. Il n'y a pas d'âge pour bien faire. Et le bénéfice, nous sommes, je parle sous le contrôle du mastodonte d'ostéoporose marocaine, il n'y a pas d'âge pour faire bénéficier un traitement anti-ostéoporotique. Aucun conflit d'intérêt, si ce n'est que c'est vrai que le dénosumab, on n'est pas regardant sur la fonction rénale, on gère l'hypocalcémie et on est tranquille. Et c'est en sous-cutané. Mais vraiment, s'il vous plaît, il faut absolument qu'on soit bien vigilant par rapport à ça. C'est quand même dommage qu'on ait encore des patients qui ont été opérés pour une fracture du côte sur une chute de hauteur en marchant et qui n'ont jamais eu de traitement par biphosphonate. Et que si, oui. Donc, soit on est en fin de vie et là, on est d'accord. On n'est pas en fin de vie et peut-être, comme a dit très bien le professeur Mghraoui, privilégier la voie parentérale et en particulier cette voie sous-cutanée parce que le moindre risque, notamment par rapport à la fonction rénale, est assez important. Exact. Ok. Alors, il y a une question justement sur la perfusion sous-cutanée, Mouna. Est-ce qu'il y a un risque justement pour la perfusion sous-cutanée? Quels sont les risques qu'on peut avoir? Oui. Et effectivement,
Elle dit que cette technique n'est pas connue chez nous. Ben, c'est vrai que cette technique n'est pas très connue, mais bon, elle commence à l'être depuis quand Ah même si, ces quand dernières même, on années. commence, je pense que… Oui, donc on en parle assez souvent dans nos réunions, dans notre pratique quotidienne, on l'a fait de plus en plus. Mais je ne sais pas, bon, en tant que risque, ben, il n'y a pas de risque, il Alors, n'y a aucun le risque. risque qu'il y Aucun a, si risque. tu permets, c'est surtout pas de potassium. Oui, oui, oui. Jamais de Oui. KCl dans la Isotonique. perfusion sous-cutanée. Par Ouais, contre, du glucosé G5, du salé, il n'y a aucun problème. ouais. Il faut juste que ce soit sous la peau. On ne va pas rentrer en plein dedans, sous la peau. On évitera les bras. Alors, personnellement, moi, je ne mets pas les bras. Pourquoi? Parce que quand vous mettez dans le bras et que le patient n'est pas très déshydraté, ben, il y aura une infiltration. Et l'infiltration, elle peut, une fois, je l'ai eu une seule fois, elle peut quand même comprimer le paquet vasculo-nerveux et on n'est pas très, très bien le temps que ça diffuse. Au Ouais. niveau des quadriceps et au niveau de l'abdomen, je vous assure que c'est superbement intéressant. Et mieux encore, quand vous avez un problème de capital veineux, quand vous faites du domicile, même des antibiotiques que vous pouvez donner par voie sous-cutanée. La rocéfine, l'augmentin par voie sous-cutanée, il n'y a pas de problème. En France, les antibiotiques par voie sous-cutanée sont donnés. Chez nous, la voie sous-cutanée, notamment l'hydratation sous-cutanée, est très facile à faire. Je pense qu'il faut vraiment, n'ayez pas peur de cela. Ce n'est pas un geste invasif, vous n'allez pas dans un vaisseau, vous n'allez pas dans un organe, il n'y a pas de risque. Juste jamais de potassium. Et un autre problème qui se pose, Mouna, c'est que malheureusement, le personnel soignant n'est pas encore habitué à cette technique. Et nous, on trouve souvent des difficultés à leur expliquer l'intérêt de cette technique. La famille peut être compréhensif, mais le personnel parfois a du mal. Et donc, parfois, on est obligé à la faire nous-mêmes, à leur montrer Oui, comment faire cette technique. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, qui n'est en pas fait, je pense, difficile. il y a 10 ans, quand on parlait de perfusion sous-cutanée, on nous prenait pour des zinzouets. Ah ouais. Maintenant, ça commence vraiment à agir. Donc, je pense qu'il faut juste, il faut être derrière et voilà, il faut être tenace. Il faut avoir beaucoup de ténacité et je suis sûre que ça va. Mais voilà, il faut l'élargir. Je vous assure que vous ne craignez rien. Commencez si vous avez peur pour une première fois, faites-la au niveau du quadriceps. Comme ça, Ah vous ouais. êtes. Ne vous inquiétez pas, on aura une infiltration des testicules et des grandes lèvres, c'est normal. Au bout de quelques jours, ça part. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas. J'en profite, Simstapa, parce que j'ai vu une petite remarque d'une collègue qui disait pour l'hyponatrémie, on donne on donne de l'isotonique. Alors, je n'ai Ouais. pas dit qu'on donnait que que du NaCl 20%. Non, je crois qu'il y a eu un petit coupure. En fait, on donne du sérum salé 9%. Le 0,9%. Le 0,9%, c'est 0,9%. Donc, en fait, c'est 0,9 grammes pour 100 cc. Si vous donnez 500 cc, vous avez du 4 grammes de NaCl. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas dépasser plus de 10 millimoles le premier jour, plus de 20 millimoles, plus de 10 millimoles par jour, les 2 premiers jours, mais il ne faut pas non plus être extrêmement paresseux. Donc, il faut augmenter les apports. Donc, je donnerai 2 ou 3 ampoules de NaCl dans ce sérum salé, ou alors, parce que souvent, n'oubliez pas une chose, vous pouvez hydrater votre patient à petit débit, mais rapidement, du fait d'une dysfonction du VG, vous faire un OAP derrière. Donc, c'est pour ça que parfois, il vaut mieux limiter un apport concentré à la sape pendant quelques heures et puis après répartir l'isotonique, mais de façon beaucoup plus, plus Merci. à faible débit pour éviter de tomber dans la décompensation cardiaque. Alors, plusieurs questions sur la vitamine D, professeur Marawi. Faut-il supplémenter systématiquement une femme ménopausée, pardon? Et une autre question sur la vitamine D. Faut-il donner de la vitamine D comme traitement préventif chaque 6 mois chez le sujet âgé? Alors, la vitamine D n'est pas un traitement de l'ostéoporose. C'est une supplémentation, on va dire, c'est un adjuvant qui est essentiel. La vitamine D a un rôle majeur dans le métabolisme osseux et donc c'est important d'avoir des taux optimaux de vitamine D. Par contre, je pense que tout le monde a remarqué qu'à chaque fois que vous dosez la vitamine D, elle est basse chez nous. Les études ont montré que pratiquement 90% des patients au Maroc ou même des sujets même normaux ont des vitamines D basses. Bon, ce qui est conseillé, c'est systématiquement au-delà de 65 ans, tout le monde. Ça n'a même pas besoin de dosage. C'est ce que je fais moi. Je supplémente tout le monde après 65 ans. Avant 65 ans,
ça peut donc valoir le coup de doser dans les situations où c'est nécessaire, en cas d'ostéoporose, en cas de suspicion d'ostéomalacie, en cas d'un bilan pour une pathologie X ou Y. Donc, voilà. Mais il ne faut pas mettre aussi, alors, une remarque comme pour les douleurs articulaires tout à l'heure, souvent je vois que les malades, leur médecin leur a dit que voilà, tous vos problèmes sont dus à la vitamine D qui est basse. Oui, Ça, c'est c'est ça. pas, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, à moins d'avoir une ostéomalacie réelle, qui là peut expliquer les douleurs osseuses et musculaires diffuses, ce qui est relativement rare, c'est souvent pas la vitamine D qui est la cause de tous les problèmes. C'est un facteur important, il faut la corriger, il faut supplémenter les gens, c'est une vitamine qui est importante, mais il ne faut pas lui faire dire, on va dire, plus que ce qu'elle fait. Alors, plusieurs questions toujours sur l'ostéoporose, plein de questions. Est-ce qu'on peut associer le dénosumab au biphosphonate? Est-ce que cette association est possible? Et une autre question, les malades avec pathologie rhumatismale sont-ils à risque de faire une ostéoporose et comment la prévenir? Ouais. Alors, pour la première question, c'est une question intéressante. Pour le moment, l'ostéoporose, ça reste de la monothérapie. C'est pratique peut-être la seule maladie chronique qui, pour le moment, c'est un seul traitement. Alors, il y a des études qui montrent que l'association denosumab et biphosphonate ou denosumab biphosphonate, on ne le fait pas parce que les deux sont antirésorptifs. Par contre, denosumab plus tériparatide, c'est-à-dire donner un antirésorptif plus un ostéoformateur, ça a été étudié et elle semble intéressante. Mais pour le moment, ça reste non recommandé. Ça peut être fait dans des cas vraiment d'ostéoporose très sévère, mais on ne le recommande pas, disons à tout le monde. La deuxième question pour les rhumatismes inflammatoires, oui, tous les rhumatismes inflammatoires sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Et donc, en cas de rhumatisme inflammatoire, il faut systématiquement rechercher l'ostéoporose et traiter en préventif, notamment s'il y a de la corticothérapie. D'accord. Alors, toujours plusieurs questions sur l'ostéoporose. Pour les insuffisants rénaux, l'os est souvent fragile, mais les moyens thérapeutiques sont très limités. Ça, c'est une question. Et toujours pour le denosumab, est-ce qu'il y a une limite pour le donner en cas d'insuffisance rénale? Alors, ça c'est la partie la plus difficile. On va dire que pour l'insuffisance rénale, je pense que vous connaissez les différents stades de CADIGO, donc de classification en fonction de la clearance de la teinte rénale. Alors, pour résumer, avec une clearance basse, alors on va dire moins de 30, les bisphosphonates sont contre-indiqués. D'accord. Alors là, on peut donner le denosumab. Au-dessus de 30, c'est-à-dire entre 30 et 50, on peut donner les bisphosphonate sans problème. Chez les insuffisants rénaux chroniques ou même chez les dialysés, là, pratiquement, on ne peut plus rien donner. Dans certains cas, on peut donner un peu le denosumab, on n'est pas très à l'aise. Le plus important, c'est de corriger la vitamine D et calcium et de surveiller. Mais c'est très compliqué. C'est vraiment les situations les plus difficiles à gérer. C'est les dialysés, par exemple, qui ont une ostéoporose. Là, ça devient très compliqué. Alors, peut-être pour changer un petit peu, j'avais gardé une question pour Mouna. Alors justement, quand tu parlais de la limite de la natrémie chez les sujets âgés, qu'il fallait plutôt baisser la barre à 140 pour s'inquiéter effectivement, pour prendre plus de précautions pour un traitement. Est-ce que c'est pour toutes les personnes âgées ou à partir d'un certain âge ou dans un contexte un petit peu particulier? Parce que trouver 142, 143 chez quelqu'un de 73 ans, 75 ans, est-ce que vraiment on devrait un petit peu tirer la sonnette d'alarme ou juste surveiller ou inciter un petit peu sur la réhydratation par voie orale?
Non, en fait, c'est à sonnette d'alarme pour se dire qu'il faut stimuler la boisson parce que 142, demain, il sera à 145, 148, 150. D'accord. La natrémie idéale, c'est de 140. Mais c'est vrai que si tu as un patient à 142, mais qui est autonome et qui va très bien, il faut juste lui dire attention, il ne va pas se déshydrater parce qu'il va boire, malgré tout. C'est surtout les personnes qui sont en déclin cognitif, qui n'ont pas ce réflexe de boire, qui n'ont pas un accès facile à la boisson, ou alors les personnes qui veulent ne pas boire assez pour ne pas souvent devoir être obligés d'aller aux toilettes du fait des troubles sphinctériens qu'ils ont. Donc, un patient, quand on est à 140, on est content. Quand on est à 142, on va lui dire d'augmenter, de majorer les apports, surtout quand il fait chaud. Parce que demain, après-demain, il va aller à 145. Et le 145 n'est pas bon chez un sujet âgé. Tout à fait. Très bien. Une autre question, là aussi très pratique, c'est les gens âgés qui sont en perte d'autonomie et qui ont des problèmes de déshydratation, de dénutrition parce que tout simplement, ils n'arrivent plus à boire, ils font des troubles de la déglutition. Et là, la question se pose entre mise en place du sonde nasogastrique pour revoir un petit peu la question, les causes justement de ces troubles de la déglutition, et ça va être un traitement, on va dire, de passage transitoire, ou discuter là la mise en place d'une gastrostomie. Je ne sais pas, en de cas pratique, une personne âgée alitée en perte d'autonomie, on va dire pour des soins de confort. Voilà, qu'est-ce que tu personne âgée qui va rester, quand tu as un trouble de la déglutition qui est transitoire, un cancer ORL, j'en sais rien moi, quelque chose qui va durer, qui est transitoire, de moins de 4 semaines, tu mets une sonde nasogastrique. Quand c'est vraiment transitoire. Quand on sait qu'on est dans la perte d'autonomie, mais qu'on n'est pas dans de l'acharnement, on est dans la perte d'autonomie chez quelqu'un qui va encore avoir des mois et des années à vivre, là, c'est une gastrostomie périendoscopique. On est obligé. La sonde nasogastrique, on a beau prendre toutes les précautions possibles, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement délétère. C'est l'inhalation, c'est l'infection, c'est avoir un tube qui rentre dans le… C'est horrible. Donc, vraiment, une gastrostomie périendoscopique qui, malheureusement, n'est pas faite beaucoup, qui commence, je ne sais pas à Casablanca de ton côté, mais à Rabat, on a du mal à la mettre en place. Il faut vraiment être derrière pour justement démontrer son intérêt. Un patient qui a un déclin, qui a une atteinte du carrefour oropharyngé, on ne va pas le laisser mourir d'inhalation. Après, derrière, si on est en fin de vie, là, effectivement, on ne va pas mettre une gastrostomie périendoscopique en fin de vie. Il faut bien peser les indications, comme tu le dis très, très bien. Un patient qui a une Parkinson avec des troubles de la déglutition importantes, et on sait que il va encore vivre. Bon, voilà, il y a quand même, à part la perte d'autonomie, mais c'est quelqu'un qui n'est pas infecté, qui a pas, donc on peut toujours lui placer une gastrostomie. Excuse-moi, Mustapha, par rapport à cela, surtout pas comme les pailles, les petites les boîtes, les verres avec l'espèce de pipette là, parce qu'en aspirant, l'eau va derrière et c'est la fausse route et c'est la pneumopathie de déglutition. La pneumopathie de déglutition, c'est en avalant et c'est même en avalant de la salive seule. Et c'est très fréquent. Donc, et l'autre chose, malheureusement, on en manque beaucoup dans notre pays, mais la rééducation orthophonique est très importante chez ces patients-là. La contractilité du pharynx, c'est très important. Et effectivement, épaissir les aliments, l'eau gazeuse et l'eau solidifiée, notamment par les flancs, ou alors l'eau gélifiée, notamment, qu'on peut utiliser pour éviter qu'il y ait ces fausses routes. Merci Mouna. Alors, revenons encore à l'ostéoporose. Alors, pour un tassement vertébral d'origine néoplasique, le choix thérapeutique entre denosumab et biphosphonate. C'est là, on n'est plus dans l'ostéoporose. Tassement vertébral néoplasique, ça veut dire métastase osseuse. Alors, en général, dans les métastases osseuses, on peut utiliser les deux, mais ce n'est pas les mêmes noms et ce n'est pas les mêmes posologies. D'ailleurs, les laboratoires qui ont les deux, ils ont un nom pour l'ostéoporose, ils ont un nom pour la même molécule et un nom pour l'oncologie. Donc, si on prend l'acide zolédronique qui est utilisé dans les métastases, ce n'est pas une perfusion par an, c'est une perfusion par mois. Et pour le denosumab, c'est le double de la dose et c'est une fois par mois. Donc, c'est une catégorie complètement à part. Là, on est en train de parler de métastases osseuses. Merci. Alors, pourquoi justement la durée du traitement par les biphosphonates, c'est 5 ans et ce n'est pas plus, ce n'est pas 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans
parce que les durées très prolongées, on a remarqué que c'est là qu'il y avait un peu plus de risque de faire les fractures diaphysaires. Le mécanisme d'action des bisphosphonates, c'est en fait, ils se déposent dans la trame osseuse et ils y restent pendant très longtemps. Et donc, ce qui explique qu'ils ont un effet rémanent. Quand on arrête un bisphosphonate, il reste actif pour quelques années encore. Et donc, c'est pour ça que l'idée a émergé en anglais, ils appellent ça drug holidays, c'est-à-dire on donne des vacances à l'os pour lui permettre de reprendre un petit peu une activité. Et donc, après un intervalle de 5 ans, on le laisse se reposer pendant 1 ou 2 ans. Le remodelage reprend un petit peu parce qu'il était figé par le bisphosphonate pour éviter justement ce syndrome qu'on avait appelé d'os gelé qui prédisposait certains patients à faire des fractures spontanées de la diaphyse fémorale. Je vous ai montré les chiffres, c'est rare, mais souvent ça survenait chez des patients qui ont pris les bisphosphonates dans des durées très très longues, jusqu'à 10 ans. Merci. Peut-être une dernière question parce qu'il commence à faire tard. Alors, bonsoir. S'il vous plaît, pour un patient âgé de plus de 65 ans, chez qui on trouve une DMO inférieure à moins de 2,5, sans antécédent de fracture, avec un risque de fracture et de chute faible, est-ce qu'il y a un traitement, est-ce qu'il y a une indication à le traiter? Alors, c'est le cas limite dont je parlais. Donc, ça dépend de l'âge. Moi, par exemple, une femme de 50 ans avec un T-score à moins de 2,5, je ne la traite pas. D'accord? Mais au-delà de 65 ans, le risque de fracture devient important. Et c'est là où le FRAX va aider disons, à estimer le risque fracturaire chez ce patient. Plus le sujet est âgé, plus le risque de fracture est élevé. Avec le même T-score, votre risque de faire une fracture est très différent entre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, etc. Donc, plus l'âge augmente, plus le risque de fracture augmente avec le même T-score. Et donc, voilà, la réponse, c'est ça. Plus le sujet est âgé, plus j'aurais tendance à le traiter. Merci, professeur Mragaoui. Oui. Rapidement, il y a une étude très intéressante qui vient de sortir dans le New England, je n'ai pas eu le temps de la mettre. Ils ont traité les patients âgés ostéopéniques avec un T-score à moins 1,5 avec de l'acide zolédronique, une perfusion tous les 18 mois. Et ils ont randomisé, ils ont montré qu'il y avait une très nette diminution du risque de fracture. Donc, il y a toujours un intérêt à traiter des sujets très âgés, même par exemple comme ça, même ostéopéniques. Je pense que même il y aura peut-être une demande d'extension de l'AMM pour faire ça, parce que ça semble très intéressant. Tu vois, les sujets très âgés de 75 ans et plus, même ostéopéniques, tu leur mets une perfusion tous les 18 mois et vous avez une réduction très importante du risque de fracture. Mouna, tu voulais dire quelque chose, c'est ça? En fait, non, je voulais juste avant que tu clôtures la séance, il y a une autre question qui n'a rien à voir avec l'ostéoporose. Une collègue ou un collègue a posé la question suivante, les éosinophiles, c'est quoi le taux normal, etc. Bon, comme on est dans la médecine générale, s'il vous plaît, formule leucocytaire, c'est les valeurs absolues. Les leucocytes, ce n'est pas que les globules blancs. Je prends chacune de ma sous-population. Dans cette sous-population, vous avez 2 paramètres qui sont extrêmement importants chez le sujet âgé. Les lymphocytes, quand ils sont diminués, ce n'est pas qu'il y a une tuberculose, enfin, ça peut être une tuberculose, ça peut être du lymphome, mais ça peut être aussi la dénutrition, moins de 2500. Et le taux de lymphocytes, parce qu'il nous est demandé quel est le taux de lymphocyte normal, c'est 50 à 500. Et donc, 50 à 400, pardon. Quand vous êtes au-dessus de 400, vous êtes une hyperéosinophilie. Et attention aux vascularites chez le sujet âgé, c'est très fréquent les vascularites chez le sujet âgé. Et quand vous êtes à moins de 50, c'est une éosinopénie. Et quand vous êtes à 0, c'est un marqueur d'infection bactérienne. Mais s'il vous plaît, la formule leucocytaire, ce n'est pas les pourcentages et ce n'est pas que les leucocytes. Il faut voir un peu plus à l'intérieur. Merci Mouna pour ces précisions. Alors, une toute dernière question avant de clôturer cette séance. Entre vertébroplastie et kyphoplastie, quelles indications? La seule indication, c'est la douleur. C'est un état hyperalgique qui ne répond pas aux antalgiques. C'est juste pour soulager. Parce que les études ont montré que les 2 techniques, en fait, fragilisaient les étages au-dessus et au-dessous. Parce que quand vous avez un rachis qui est ostéoporotique, vous mettez du ciment dans une vertèbre qui s'est cassée, vous avez les autres aussi qui sont fragiles. Et donc, ça déséquilibre un peu la pression et les forces et vous augmentez le risque de fracture dans les autres étages.
Donc, maintenant, on évite de les faire. Ce n'est pas un traitement d'ostéoporose. C'est vraiment un état hyperalgique d'une douleur atroce qu'on n'arrive pas à soulager par les antalgiques majeurs, y compris les morphiniques, etc. On peut faire la vertébroplastie, ça soulage tout de suite. Voilà. Parfait. Oui. Simraoui, s'il te plaît, n'est-ce pas, je passe ton contrôle. Il faut qu'on soit regardant les personnes âgées qui perdent de leur taille et qui marchent avec une canne et qui perdent 2-3 cm. C'est d'un os qui est ostéoporotique. Enfin, Exactement. Sûrement des fractures. Et il faut garder la bonne habitude de toujours mesurer la taille à chaque consultation et de la noter. Et s'il te plaît, autre chose, pour un DMO, ne soyons pas regardants que sur le rachis. Le rachis, souvent, la DMO est surestimée. C'est un rachis arthrosique et c'est le col fémoral qui est très important. Exact. Il faut regarder les deux et parfois même le poignet quand l'un des deux n'est pas exploitable. Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Vraiment, c'était très, très intéressant. On a beaucoup appris. L'assistance a beaucoup appris, justement. Donc, on remercie vivement nos chers orateurs, professeur Mouna Mahammar, professeur Abdel Moi, je suis chez moi, tu ne me remercies pas. Oui, c'est bon. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, quand vous voulez. Hein. Merci pour très intéressant. Merci infiniment. Peut-être il y aura d'autres séances, d'autres séminaires très prochainement, donc sur d'autres webinaires, Inch'Allah. Ce mois-ci probablement et certainement le mois de septembre, Inch'Allah. On laissera un mois de vacances, Inch'Allah, le mois d'août. Déjà, Eid Mubarak Saïd, Saha ou l'Afia ou Taïdou Kmabritin, Inch'Allah. Alors, pour les gens qui demandent, enfin les participants qui demandent l'enregistrement, il sera disponible sur notre site www.h.ma et on essaiera également de l'envoyer pour les gens qui se sont inscrits à ce webinaire. Voilà, merci infiniment d'être resté assez très très tard, on va dire, et à très 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 bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment. Et Eid Mubarak Saïd. Plein de belles choses. Inch'Allah, saha ou salama et la fin de cette pandémie. Amin. À très vite. À bientôt. Merci, chers collègues. Au revoir, c'est Abdallah. Au revoir, c'est Mustafa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.